Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Il est grand temps pour Harry de quitter les Dursley qui ont les nerfs encore plus à vif que d'habitude à cause de leur régime et surtout de rejoindre Ron et le reste de la famille Weasley pour le reste des vacances d'été. Oui, et la deuxième partie des vacances avec les Weasley risque d'être beaucoup plus passionnante que la première chez les Dursley, car au-delà du foyer chaleureux que représente le terrier, il y a également la Coupe du Monde de football, de Quidditch, pardon, on est un petit peu spoilé, qui se profile et qui promet des moments inoubliables. Un moment inoubliable, c'est ce qu'on souhaite partager aujourd'hui aussi avec notre invité. C'est un auditeur fidèle de la fréquence et après avoir reçu Jasmine du Québec notamment, on est ravis de poursuivre notre voyage dans la francophonie en compagnie de Gauthier qui habite la Belgique. Hello Gauthier, comment tu vas ? Ah, ça va très bien, salut à tous. Et vous allez bien ? Bah oui, Oui, ça va. On est ravis d'entendre un petit accent belge dans notre émission. Ça nous fait plaisir parce que l'accent belge, c'est souvent Marina qui l'imite des fois dans l'émission. Mais d'avoir un vrai accent belge, ça fait plaisir. Pourtant, il est très ressemblant, mon accent belge. Il n'est pas du tout caricatural. Gauthier sera le seul juge aujourd'hui. Pas de problème, il y a déjà 10 accents juste pour les Belges. Donc... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on n'a pas cette subtilité. Nous, on imite. On est dans le cliché pur, tu vois. Le cliché du bruxellois, bien Ouais, comme à la télé. C'est ça. Jacques Villeray dans le dîner de con. Exactement, voilà. Ouais, bah, on est ravis de t'avoir, Gauthier. C'est vrai qu'on a une majorité d'écoute en France métropolitaine, mais on sait que vous êtes nombreux aussi à nous écouter des dom-toms, du Québec ou des pays frontaliers en Belgique, au Luxembourg, la Suisse, etc. Et on a aussi des écoutes aux quatre coins du monde. C'est ça la beauté de l'Internet moldu. Et même si toi, Gauthier, géographiquement, bah, t'es pas très loin de chez nous, évidemment, c'est quand même un très grand plaisir d'être connecté avec toi sur cet épisode. Plaisir partagé. Un épisode durant lequel, comme on le disait, on va enfin quitter l'ambiance morose des Dursley et le départ risque d'ailleurs d'être assez explosif. Suivez-nous dans la suite des aventures de la Coupe de Feu. Il y aura bien sûr une volière en fin d'émission. Et comme d'habitude aussi, on commence tout de suite cet épisode par une petite plume à papote pour en savoir un peu plus sur Gauthier. C'est parti. La plume à papote de Gauthier. Alors Gauthier, pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as découvert Harry Potter ? Alors, pour ma part, j'ai découvert Harry Potter un peu comme tout le monde avec les premiers films. Donc, quand le tout premier est sorti au cinéma, je devais avoir 7-8 ans. Et donc, du coup, les 2-3 premiers films, je les ai vus avant de lire les livres. Et ensuite, quand j'ai eu vers 11 ou 12 ans, je pense que mes parents m'ont offert les 4 premiers tomes en poche. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les lire. Et puis après, pour le tome 6 et le tome 7, j'ai eu l'occasion d'aller dans ma librairie, attendre le jour de la sortie, mon édition, un peu comme on voyait à la télé, là, les longues files, tout ça. J'ai eu cette occasion-là. À partir de l'Ordre du Phénix, du coup, t'as pu avoir, t'as eu le livre au moment de la sortie ? Pas l'Ordre du Phénix, c'est ça, je l'ai eu aussi en poche, mais à partir du Prince de Sang-Mêlé et des Reliques de la Mort. D'accord, ok. Ouais. Ah bah t'as une expérience assez similaire à moi, en tout cas, enfin peut-être plus à moi, parce que moi j'ai découvert par le premier film, mais du coup je suis un petit peu plus âgé que toi, donc du coup j'avais, à la sortie du premier film, j'avais déjà l'âge de pouvoir lire les livres, même si, encore une fois, je lisais pas du tout quand j'étais enfant. Mais par contre, est-ce que t'as eu le coffret ou pas ? T'as eu le coffret avec les 4 premiers en folio page junior ? Ouais, c'était plus ou moins ça, ouais, un coffret. Maintenant, je l'ai plus, hein, mais c'était bien. Ouais, c'était une petite boîte comme ça avec les 4 mis côte à côte, assez joli. Il est assez dur à retrouver le coffret, je crois. En bon état. Ah, peut-être sur le C'est bon correct, coin, ouais. ouais. C'est vrai que je l'avais et pareil, je l'ai plus. J'ai encore les éditions, sauf le 1 que j'ai donné. Mais j'ai encore mes vieilles éditions. Par contre, le coffret en lui-même, c'est vrai que je sais pas où il est parti. Ce truc-là, tout le monde l'a perdu. Mais ouais, la nostalgie. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais là, en début d'année prochaine, enfin, je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais en début 2023, il va y avoir, je sais plus exactement quelle date, il va y avoir un nouveau coffret Gallimard en français, évidemment. Et c'est Gotting, hein, l'illustrateur original de Harry Potter pour les éditions francophones,
qui a fait la nouvelle illustration de ce coffret. Il a illustré notamment des personnages qu'on n'a jamais vus dans les précédentes couvertures. Donc c'est assez nostalgique de voir ça et je pense que ça va être un grand succès ce nouveau coffret. Ça a l'air d'être un beau coffret. Ouais, ça a l'air très joli. Je pense que ça va être super sympa, parce que moi j'ai encore toutes les éditions Gallimard avec les illustrations de Gotting et je les trouve vraiment super comparées aux rééditions qui ont eu lieu, quoi. Ouais. Et puis c'est le souvenir d'avoir été vraiment à la librairie, attendre à minuit pile les sorties des bouquins. Enfin, c'était comme une expérience. Moi j'étais jeune à l'époque et j'allais avec mes parents. Enfin, j'ai trouvé ça super, quoi. Ouais. Moi j'ai pas eu la chance de le faire, je regrette un peu. Ouais, c'est vrai, t'avais pas pu le faire. Moi non plus, en fait. Vraiment, d'avoir le livre à minuit, je l'ai jamais fait. Pour le 5 et le 6, j'arrive plus à me rappeler pourquoi. Mais bon, comme j'habitais pas mal la campagne, comme toi, Marina, c'était un peu compliqué de. Je sais même pas s'il y a des librairies qui faisaient ça près de chez moi. Et pour les reliques de la mort, il se trouve que en fait, j'étais en vacances en Angleterre. C'est la première fois où j'étais parti en Angleterre. Je suis resté 1 mois là-bas. J'étais pas encore majeur. Et c'est le jour où je suis retourné en France, où je suis revenu en France. C'était le jour de la sortie du livre en anglais. Et donc, du coup, en fait, je me souviens, mes parents viennent me chercher au Havre, au port du Havre. Et je leur ai dit, il faut absolument aller au premier magasin, à la première librairie, parce que c'est la sortie du livre. Et donc, voilà, peut-être pour les reliques de la mort, j'aurais pu le faire, mais il se trouve que, en fait, je pouvais pas parce que j'étais en voyage, quoi. Enfin, je revenais de voyage. Ouais, j'ai pas connu ça, moi. La sortie du livre à minuit et tout, j'aurais bien aimé. Tant pis. C'était pour une bonne cause, c'était en voyage. C'est pas bien. Oui, c'est sûr. Puis un côté où je revenais d'Angleterre. En plus, j'étais passionné d'Angleterre parce que du Royaume-Uni de façon générale, grâce à Harry Potter en fait. Donc, je revenais des terres de Harry Potter pour découvrir le nouveau livre. Bon, c'était en France, mais c'était revenu à la puissance du port du Havre. Oh là là. Son nom, c'est Alphonse Brown. Non, et sinon, Gauthier, par rapport à notre podcast, par rapport à la fréquence 9-3/4, quand est-ce que, à peu près, t'as découvert le podcast et c'est quoi tes petites habitudes d'écoute, si t'en as? Alors, votre podcast, je l'ai découvert il y a. Vers l'automne 2021, donc vers septembre de l'année passée. Parce que je cherchais un petit peu, sur Spotify, un peu des émissions à écouter. J'étais pas très adepte du concept podcast à la base, je connaissais pas. Et donc, c'est avec le vôtre que j'ai découvert tout ça. Et j'ai rattrapé mon retard assez rapidement. Je pense que en quelques mois, c'était fait. Et moi, je vous écoute principalement dans l'auto, dans la voiture, quand je vais travailler ou alors au travail, quand je fais une tâche qui nécessite pas d'avoir mes oreilles occupées, quoi. Comme ça, j'allie l'utile à l'agréable. Ok, donc dans la voiture. Mais je crois que vous êtes pas mal à nous écouter En voiture. en voiture, un peu au travail aussi. Nous aussi, on écoute des podcasts en voiture, donc on sait ce que c'est. Et est-ce que tu écoutes d'autres podcasts, Gauthier, ou c'est vraiment un peu que la fréquence, ou ça t'a ouvert à d'autres podcasts, justement, d'écouter la fréquence? Grâce à votre podcast, j'ai écouté le podcast aussi, du coup. Je suis revenu en arrière et j'ai réécouté presque toutes les émissions. Je pense qu'il en reste peut-être encore une ou deux que j'ai pas encore écouté. Et alors, j'en écoute un aussi qui parle de Stephen King, parce que je lis aussi tous ses romans. Donc c'est Le Roi Stephen, et je les écoute aussi régulièrement. Ouais, du label Podmust. Ouais, c'est un épisode par roman, je crois. Ouais. Mais, ils en font même plusieurs, non, des fois, non? Des fois, quand les romans sont plus gros, je pense qu'ils font 2 épisodes. Ouais. Ils font aussi des podcasts assez copieux. Ouais, ils sont généreux. C'est aussi des fois 2-3 heures, hein, voire plus. C'est vrai que Marina et moi, on n'est pas des grands lecteurs de Stephen King. Moi, je connais pas du tout. Moi, j'ai un peu du mal à me mettre dans ces lectures, ouais. Ouais, et moi, j'ai à peine essayé, mais il faut que je m'y mette. Ça dépend un peu les bouquins, hein. Il y en a qui sont un peu lourds. Voilà, moi j'aime bien, j'en ai lu presque tous, on va dire. Mais il y en a quelques-uns que j'ai beaucoup moins appréciés. Ça dépend aussi des thèmes qu'il aborde. Et puis voilà, et les époques aussi. Il y en a des plus vieux qui vieillissent mal ou voilà, quoi. Et justement, pour toi, ça serait quoi un premier Stephen King à découvrir? Qu'est-ce que tu conseillerais? Shining, c'est un classique quand même, hein. Shining? Ok. Ouais, il envoie quand même. Il envoie du lourd. Faudrait que j'essaye, hein. Mais ouais, son style d'écriture, j'arrive pas à me mettre dedans. Mais pourtant, par exemple, j'ai bien aimé les films Shining. J'en ai vu 2-3 adaptations cinématographiques où j'ai bien aimé. Mais en fait, c'est le style d'écriture auquel j'adhère pas trop, en fait. Et d'ailleurs, j'arrive pas à me mettre dedans. C'est pas Stephen King qui a des avis assez étranges
sur ces adaptations au cinéma. Je crois par exemple que Shining, qui fait un peu référence aussi dans l'histoire du cinéma, je crois que c'est une adaptation qu'il aime pas du tout, par exemple. Ouais, je pense qu'il est un petit peu renié, hein, Shining de Kubrick. Ouais, le film de Kubrick, je suis très fan. Je crois qu'il ne l'aime pas du tout, ouais. Alors que, bah voilà, c'est un des films, un des grands films de l'histoire du film d'horreur, hein, dans l'histoire du cinéma. Moi, un des films qui m'a marqué et qui est pas si connu que ça, j'ai l'impression, c'est The Mist. Alors, j'ai pas lu le livre parce que j'ai jamais lu Il y a eu Stephen plusieurs King. adaptations de The Mist. Ah, il y en a eu plusieurs. Alors, Il peut-être y a eu une série sur Netflix aussi. Ah ouais, alors non, moi, je parle pas de la Ou un série, film, je parle du film des années 2000 Ouais. que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ce film. Et allez, la nouvelle qui. C'est une nouvelle, hein. Lui, c'est pas un roman. Ah, pour c'est une The nouvelle, Mist. ok, ouais. C'est une nouvelle et elle est vraiment super aussi. Enfin, moi, je trouve qu'elle est vraiment chouette à lire parce que les nouvelles qu'il écrit, elles sont un peu plus fluides et c'est aussi pas mal de commencer par ça. Parce qu'il écrit énormément de nouvelles où il fait des recueils. Et moi, je trouve ça intéressant aussi des fois d'aller lire ça pour quelqu'un qui a peut-être moins l'habitude du style ou qui aime pas les gros pavés comme Shining qui fait je sais plus combien de centaines de pages. Je pense qu'une nouvelle de 100 pages, ça passe peut-être mieux. Ça permet de se familiariser avec le thème, quoi, et avec sa façon de faire. Ce qui est sûr, c'est que Stephen King comme J.K. Rowling, ce sont deux des grands auteurs qui sont encore en activité aujourd'hui, quoi. Donc, ouais. Mais je vais découvrir ça. J'ai une pile à lire qui est assez conséquente. Mais je vais essayer de trouver une petite place pour peut-être commencer par la nouvelle de The Mist ou peut-être Shining. À voir. Et pour en revenir à Harry Potter, est-ce que tu saurais choisir un livre préféré et un film dans toute la saga ? Dans les films, sans hésitation, c'est le 3e film. Je trouve que c'est celui qui est le plus. Enfin, c'est pas très original, mais c'est le plus. Je sais pas, je trouve que c'est le mieux réalisé. Pour les mêmes critères que vous dites à chaque fois, il est vraiment. Allez, l'image et la façon dont ça a été adapté, je trouve que c'est vraiment le plus chouette. Au niveau des films, le pire, c'est le 4e pour moi. Il n'y a pas photo. Et alors, au niveau des romans, ça a beaucoup changé. Avant, c'était le 5e tome, que j'aimais vraiment bien. Et ici, avec mes relectures récentes d'il y a 1 ou 2 ans, je trouve qu'en fait, le 4e tome, je l'avais un peu laissé de côté en me disant, ouais, le 4e film est nul, le 4e tome, voilà. Mais au final, en fait, à force de le relire, je trouve que c'est celui dont l'intrigue est la mieux ficelée. Donc, d'accord. c'est vraiment le 4e maintenant qui revient un peu sur le devant de la scène chez moi. Ouais, c'est parce que quand on pense au film, on a tendance à dire l'histoire elle est mal construite, tout s'enchaîne extrêmement vite et en fait on oublie peut-être que le roman est vraiment très détaillé. Là, comme on a regardé ce matin, on a regardé si on devait faire la coupe de feu en entier, ça va nous prendre 1 an et demi. Il nous reste combien de chapitres avant d'arriver à nouveau à Poudlard ? Je crois qu'on arrive, je crois que c'est au 11e ou 12e chapitre qu'on arrive à Poudlard. Ouais, donc ouais, c'est un sacré. Il y a pavé, 37 chapitres dans la coupe de feu. Il y a du boulot. Ouais, il y a du travail, boulot. ouais. On va pas s'ennuyer avec le 4e. Et après, c'est encore pire avec le 5 et ainsi de suite. Hein. Ouais, le 5, c'est le pire. 2 années. Le 5, c'est le pire. Et est-ce que tu as un personnage préféré ? Ouais, en l'occurrence, c'est 2 personnages. Moi, c'est les jumeaux Weasley. Je trouve que ils sont dans les films, ils sont bien, mais dans les romans, ils apportent vraiment une touche d'humour que j'aime beaucoup. Et voilà, en fait, ils me font hyper marrer et je les trouve vraiment chouettes parce que ils dédramatisent un peu l'histoire et ils sont vraiment marrants et enfin, je sais pas, ça ajoute de la légèreté et franchement, Ouais. dans les livres, c'est vraiment top et voilà, ils sont un peu là et au final, ils sont super utiles à l'histoire parce qu'ils sont hyper engagés avec Harry et avec les autres dans la lutte contre Voldemort. Mais ils sont aussi hyper marrants et voilà, je les trouve vraiment terribles. Ça tombe bien parce qu'on va parler de Fred et George. Ouais. Dans le chapitre là. On va en parler. Et en plus, c'est un chapitre assez marrant, donc ouais. J'étais content de venir avec vous sur celui-ci. Et est-ce que tu appartiens à une maison en particulier ? Alors, j'ai fait le test sur le Discord et j'appartiens au Cerf d'Aigle. Cerf d'Aigle en force aujourd'hui. Voilà. Bienvenue Gauthier. Je t'apprécie encore plus. Ah ouais. Je plaisante. Parfait. Non, enfin, je t'apprécie. Mais si vous êtes d'une autre maison que Cerf d'Aigle, je vous apprécie aussi. Allez, vas-y, rame. Attrape pour pas ça. Ok, ça marche. Merci Gauthier. Je pense que les auditeurs et nous-mêmes te connaissons un petit peu plus. Enfin, on t'identifie par rapport à Harry Potter en tout cas. Et donc tu vas nous suivre dans ce chapitre où il y a Fred et George, où
On va un petit peu rigoler, c'est vrai, donc ça tombe bien. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 4. Retour au terrier. Alors nous retrouvons notre chère famille Dursley et Harry au 4 Private Drive, où règne une ambiance plus que tendue. La famille Weasley est attendue pour 5 heures. Alors qu'Harry attend avec impatience sa famille de sorciers, les Dursley, quant à eux, sont un brin irrités et nerveux à l'idée de les accueillir. Vernon, lui, a mis son plus beau costume, non pas pour respect pour les Weasley, mais plutôt comme une tentative de démontrer sa supériorité. Et d'ailleurs, il espère que la famille de sorciers aura fait l'effort de bien s'habiller. Alors Harry, lui, il en est pas si sûr. Autant les enfants ont l'habitude de mettre des habits moldus pendant les vacances, autant Molly et Arthur ont l'habitude de porter des grandes capes de sorciers. Harry espère que Vernon saura se contenir. C'est là qu'on voit, c'est quelque chose qu'on a évidemment déjà évoqué, mais c'est là qu'on voit qu'il y a une différence avec les adaptations au cinéma. C'est que dans l'univers livre, vraiment, les sorciers, c'est un monde à part parce que littéralement, ils ne savent pas mettre un jean et un t-shirt. Ça, ils sont vraiment genre. Il faut imaginer que Arthur et Molly, par exemple, sont tout le temps en robe de sorcier. Ils n'ont jamais de pantalon. Alors que c'est à partir du 3 où notamment les élèves, on les voit habillés en moldu dans l'enceinte de Poudlard et tout. Oui, c'est C'est à ça. partir Ouais. du 3, ouais. En fait, les films ont peu à peu normalisé les sorciers, mais je pense que c'était aussi dans une volonté peut-être que le spectateur s'identifie au personnage dans les salles communes. Bah ouais, ils sont habillés comme des moldus, mais aussi bah, ils écoutent de la musique, machin. Enfin, c'est des jeunes comme les autres, en fait. Je pense qu'il y avait cette volonté-là. Mais il faut quand même s'imaginer que dans l'univers de J.K. Rowling, c'est pas tellement ça, parce que vraiment, le monde des sorciers, c'est un monde à part. Et par exemple, ils s'habillent complètement différemment, quoi. Les grandes capes de couleur, assez exubérantes, Ils normalement. portent du vert émeraude, du rose. En fait, dans les films, il y a vraiment que Dumbledore qui s'habille d'une manière excentrique, alors que tous les sorciers s'habillent à peu près de la même manière que Dumbledore. Ouais. Après, ils se seraient tous habillés comme dans les livres, dans les films, ça aurait fait un petit peu rococo. Enfin, ça aurait été toutes les couleurs, quoi. C'est vrai que dans l'effet kitsch. Ouais, c'est ça. Il y a un côté kitsch. Ouais, c'est ça le mot. Il y a un côté Après, kitsch. c'est très kitsch, le monde des sorciers, quand même. Ouais, c'est ça, c'est très kitsch. Et bon, bah, dans les films, ils ont voulu faire un petit peu différemment. Il y a des petits moments comme ça dans le livre qui le rappellent, et là, ça en fait partie de ces moments-là, parce que Harry, il est même pas sûr que, que Arthur et Molly savent pas comment ils vont s'habiller. Et ça risque de choquer les Dursley, pardon. Après, moi, je regrette un peu qu'à partir du 3e film, ils aient décidé de faire sauter un peu l'uniforme des élèves. Oui, c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins avec les capes. Ouais, je trouve ça dommage. Bah, c'est peut-être pour rendre ça moins enfantin que dans les deux premiers, qui sont beaucoup plus pour les jeunes, les petits. Enfin, les petits, les beaucoup plus jeunes. Tandis que, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, c'est de plus en plus sombre et violent, donc c'est peut-être pour ça aussi. Puis adolescent aussi. Ouais, mais dans le monde de J.K. Rowling, comme elle l'a écrit, même s'ils sont adolescents, ça reste des sorciers. Et puis, ils ont continué de porter l'uniforme. Parce que l'uniforme, c'est, c'est inspiré du modèle anglais. Parce que même s'ils sont des ados de 16-17 ans en Angleterre, peu importe, ils continuent à porter l'uniforme. Je trouve ça juste un peu dommage qu'ils abandonnent ça dans les films. Ouais, comme je disais, je pense que c'est vraiment une volonté de montrer que c'est des ados, quoi. Et et je pense que ça a été influé pas mal par Alfonso Cuarón à partir du Prisonnier d'Azkaban. Il voulait, même quand, par exemple, Ron dans le film, même quand il porte l'uniforme, il le porte n'importe comment. Enfin, il a amené cette nouvelle dimension dans l'univers des films. Et ensuite, ça a continué. Surtout, je pense que McNewell, pour la Coupe de Feu, il adorait cette idée parce qu'il voulait, en gros, faire des jeunes à Poudlard. Des Beatles, quoi. Hein, voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont tous des coupes de cheveux. Voilà. Après, c'était la mode à l'époque. Hein. Ah oui, bah oui. Ouais. À l'époque, il faut pas oublier que quand c'est sorti, ça choquait pas parce que. Ah, clairement, McNewell, dans le film, il a voulu en faire des ados typiques des années 90 au Royaume-Uni, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut choquer, mais je pense qu'il s'est dit, ce sont des ados comme les autres. Même pas dans les années 90. Quand c'est sorti en quelle année Après, l'histoire se passe en 94, 95. Oui, mais quand ça a été filmé. Ah bah non, moi, je me souviens que c'était la mode quand ça a été filmé, les cheveux longs. Bah moi, sans déconner, la coupe de cheveux de Harry, je fantasmais dessus, tu vois. Toi, t'avais un peu les cheveux longs à une époque, hein, aussi. Mais moi, je voulais la coupe de cheveux de Harry. Je la trouvais extraordinaire, cette coupe de cheveux.
Et je fais, mais comment ça retombe et tout. J'ai essayé, hein, rien n'y fait. Hein. Attends, rappelez-vous quand même qu'à un moment, la mode, c'était la coupe de cheveux de Justin Bieber. Hein. Oui, voilà. Ça y ressemble un petit peu à les longs cheveux comme ça. C'est ça. Donc, C'est vrai que c'est pas que un truc connoté années 90. Bah Il y a non, un truc, non. Ouais, je suis d'accord. On a vécu cette période. Hein. Faut pas oublier. Plus le temps passe, plus on trouve ça ridicule, mais non, t'as Sauf raison. sauf que, attends, moi je me souviens à l'époque, quand je voyais des garçons avec cette coupe, j'étais genre, ah oui, ils sont vraiment trop beaux, trop branchés et tout. Dans 10 ans, ça reviendra à la mode, hein, qui sait. Ah, peut-être, bien. Et on se dira dans la coupe de feu, ouais, ils sont trop beaux. On se dira, mais c'était hyper en avance sur son temps. C'était génial. ouais. Et là, quand tu décris Harry qui attend les Weasley, tout ça, moi, ça me fait trop penser quand t'attends un colis Amazon et que le gars il t'envoie un mail en disant je serai là entre 6h et 18h, Ouais. à 6h05 du matin, t'es devant ta porte. Là, c'est la même chose quand tu décris Harry qui attend Si dans les les Weasley escaliers. sont en train de se tracasser de comment ils vont arriver. Et quand ils vont être en retard, c'est quand tu reçois le message Amazon, votre livraison va avoir un peu de retard. Non, Ou colis livré, tu n'as votre pas le colis a colis. été livré. Ouais. Et Et là, tu suis des gouttes, t'es en PLS dans ton salon, t'attends qu'une chose, c'est que ton colis il arrive. Ouais, non. Il devait être trop dans le seum, le gars. Le déjeuner se déroule dans un quasi-silence, sans protestation de la part de Dudley par rapport au repas light, et Pétunia est mutique. Vernon, quant à lui, s'interroge sur le moyen de locomotion des Weasley. Ils espèrent qu'ils vont venir en voiture quand même. Mais Harry n'a pas pensé à ça. La vieille Ford Anglia des Weasley vit désormais sa meilleure vie dans la forêt interdite suite à la mésaventure de Harry et Ron en 2e année. Mais peut-être que Monsieur Weasley a emprunté une voiture au ministère. Et là, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des voitures de fonction moldues au ministère de la magie ? Oui, parce que. Ah mais oui, quand ils font des interventions pour les faire oublier et tout. Ouais, puis même, ils en empruntent une. Dans le tome 3, Ouais, c'est dans il se le. peut sortir en voiture, hein, je pense, à un moment. C'est ça, c'est que Arthur, il emprunte une voiture au ministère et c'est une voiture qui a l'apparence d'une voiture moldue, sauf qu'à l'intérieur, c'est une limousine. Ah ouais, c'est vrai. Un peu comme la tente à la Coupe du Monde. Donc oui, ça aurait pu être possible. Malheureusement, c'est pas ce qu'il va faire. On va voir si le père Weasley, il a son permis. Parce que... c'est ça aussi, hein. Ouais, c'est ça. Comme le début de journée, l'après-midi est aussi tendu. Harry décide d'attendre dans sa chambre au lieu de subir la nervosité ambiante des Dursley. Peu avant 17h, Harry descend au salon pour se tenir prêt à accueillir les Weasley. Mais à 17h15, toujours personne. Mauvais départ pour la famille de sorciers. Les Dursley commencent à faire leur théorie. Peut-être qu'ils pensent que s'ils sont invités, ils seront invités à dîner s'ils arrivent tard. Alors, Vernon commence à être outré par cette situation imaginaire. Il se met à crier. Puis, accompagné de Pétunia et Dudley, il court à l'autre bout du salon. Vous trouvez ça pas un peu abusé quand même qu'ils aient pas prévu entre Harry et les Weasley comment ils allaient venir ? C'est quelque chose dont ils auraient pu discuter par hibou, tu vois. Puis c'est bizarre que Harry se pose pas la question, tu vois. C'est ce que Ron il lui dit, bah de toute façon on arrivera à 17h. D'accord, mais comment et tout. Enfin, genre moi j'aurais été Harry, je lui aurais demandé, ok, mais juste pour les moldus là, pour ça. Mais vous allez venir comment ? C'est une question qu'il aurait pu poser, c'est quelque chose qu'ils auraient pu organiser. Ils sont Parce qu'Harry, il est tellement content de se barrer que. Oui. Il pense Tellement même pas. content de s'en aller que lui, il a entendu 17h, 17h, c'est 17h, peu importe le moyen. Mais il faut Je pense qu'il ne se fracasse pas, quoi. Il faut que son oncle lui demande, ils vont venir comment pour qu'ils se disent, bah, je sais pas. J'ai pas pensé. Là, il y a un gros moment de solitude, on a dans sa tête. J'ai pas pensé à ça. Des coups et des raclements se font entendre dans la cheminée condamnée du salon des Dursley. La voix de Fred et George retentit. Harry, qui retient un fou rire, explique aux Dursley que les Weasley ont voulu venir par la poudre cheminette, mais ils n'ont pas prévu le fait que la cheminée puisse être condamnée. Harry s'adresse à Arthur Weasley à travers le mur, lui expliquant que les Dursley ont condamné la cheminée au profit d'un feu électrique. Alors évidemment, ça attise la curiosité de Arthur Weasley. Qui est toujours bloqué dans le conduit de cheminée. Et Ron rejoint la joyeuse troupe déjà trop nombreuse dans la cheminée. Monsieur Weasley demande à Harry de reculer. Il n'a pas le choix. Alors que Vernon s'avance pour demander ce qu'il a l'intention de faire, un gros bang se fait entendre. Et là, tu sais, je me dis, en fait, ils n'ont pas prévu que la cheminée soit condamnée. Ils n'ont pas prévu cette éventualité parce que, vu que c'est un moyen de locomotion chez les sorciers, en fait, pour eux, c'est inimaginable qu'une cheminée puisse être condamnée, en fait. Mais moi j'ai une question par rapport à ça. Et je crois que celle-là,
je sais pas si on se l'est déjà posé, même dans dans la chambre des secrets. Ça vous paraît pas un peu bizarre, la poutre de cheminette et de voyager à travers une cheminée? Parce que moi, j'ai jamais vu en Angleterre, ou même en Écosse, une maison avec une cheminée assez grande pour que quelqu'un puisse rentrer à l'intérieur. En fait, je me suis toujours demandé qu'est-ce que J.K. Rowling visualise, qu'est-ce qu'elle imagine. Parce que moi, quand j'imagine la cheminée des Dursley, j'imagine une petite cheminée Mm. avec, où tu peux mettre un feu dedans. Oui, pas une cheminée de château, en fait. Et par exemple, dans le film, dans La Chambre des Secrets, le film, ils ont fait une cheminée énorme pour les Weasley, où ils peuvent rentrer dedans debout. Mais moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. Genre, ça n'existe pas, ces genres de cheminées. Bah, en fait, est-ce qu'elle avait en tête le film Super Noël? Je sais pas si vous connaissez, mais c'est Scott Calvin qui devient le Père Noël à la suite de la chute du vrai Père Noël. Du coup, il le remplace, il devient le Père Noël. Enfin bref. Et en fait, quand il va faire sa tournée pour distribuer les jouets, il rentre dans la cheminée, mais pareil, c'est des petites cheminées. Il n'y a pas la place pour accueillir Ouais. un gros bonhomme. Et donc, du coup, la cheminée, elle se transforme Ah. et elle s'agrandit pour le laisser passer. Donc moi, j'imagine un peu un truc à la Super Noël, en fait. Que Bah. par magie, en fait, elle s'agrandit. Je connais pas le film Super Noël, mais c'est vrai que c'est un peu. Enfin bon, après, c'est une saga fantastique, donc voilà, mais. Bah ouais, non, mais... Les cheminées, ça fait un peu téléporteur comme ça aussi. Hein. Ah, c'est sûr, mais parce que, ouais, par exemple, la maison des Dursley, c'est une maison typique de banlieue britannique. Et oui, ils ont des cheminées, mais je trouve ça assez optimiste, la façon Mais qu'elle a même en d'imaginer France. que les sorciers puissent, même en France, que la façon dont les sorciers pourraient voyager à travers les cheminées, c'est un peu comme le mythe du Père Noël. Tous les enfants y croient, mais aucun enfant se pose la question, mais comment il fait pour rentrer? Il Bah peut oui. pas. Là, c'est Même impossible. dans le conduit de cheminée, c'est pas possible. Peut-être, est-ce qu'elle joue pas là-dessus? Est-ce qu'elle joue pas sur le côté. Effectivement, il y a déjà dans le folklorique l'idée qu'on pourrait voyager à travers les cheminées comme le fait le Père Noël, sans se soucier que c'est matériellement pas possible, je sais pas. Mais c'est rendu possible par la magie. Ouais, C'est peut-être. comme ça que le Père Noël fait. Ouais. Merci la magie, hein, encore une fois. Et là, c'est la magie aussi. Ouais. C'est TG, c'est magique. Ouais, TG, c'est magique. En TG, ça tout veut dire cas- ta gueule, si t'as pas compris. Hein. Bon, en tout cas, dans la manière où Monsieur Weasley va résoudre la situation, oui, certes, il va céder de la magie, mais c'est pas très magique. Hein, ça fait pas rêver sa résolution de la situation. Monsieur Weasley fait tout simplement exploser la cheminée. Ses Au fils et calme. lui se retrouvent au milieu du salon du 4 Private Drive, au milieu de divers débris. Avec le souffle, Pétunia est tombée à la renverse sur la table basse, alors qu'Arthur Weasley s'avance pour serrer la main à Vernon, comme si rien ne s'était passé. Ah, vous devez être l'oncle et la tante d'Harry. Ce dernier se recule. Son plus beau costume est recouvert intégralement de poussière blanche, qui recouvre aussi ses cheveux et sa moustache, lui donnant l'air d'avoir vieilli de 30 ans. C'est un peu abusé quand même de la part Oui. d'Arthur Weasley, quoi. Je veux dire. En fait, c'est ça. La nuisance. En plus, on connaît, hein, il est passionné par les moldus et tout, mais pour le coup, il les respecte pas du tout en essayant de venir par la poutre de cheminette. Enfin, même, imaginons que Oui, mais est-ce qu'il se pose la question que c'est anormal, entre guillemets? Bah, c'est ça le Est-ce problème. pose qu'ils même ont pas la conscience question. Mais c'est ça Voilà. le problème des sorciers. C'est que là, en plus, il a connecté leur cheminée au réseau de poudre de cheminette sans demander aux Dursley s'ils voulaient bien. Et je veux dire, c'est de la violation de domicile quand même d'arriver dans ta cheminée. Enfin, je veux dire, tu vois, genre, c'est pas je frappe à la porte, c'est j'apparais dans ta cheminée sans que tu sois au courant. Alors que pourtant, il est passionné par les moldus, il est fasciné par ça, et en fait, il sait pas se comporter avec eux, ça, c'est la preuve, quoi. Après, en vrai, ça aurait été trop bien de voir cette scène dans le film, moi, je pense. Parce Ah, qu'elle ouais. elle a vraiment. Elle est tellement marrante que. Enfin, moi, je visualise la tante Pétunia qui se renverse, tout ça, et je me dis, ça aurait été terrible de voir ça au cinéma. C'est tellement dommage d'avoir zappé ce chapitre pour l'adaptation. Tellement il est drôle. Ouais, on ne voit pas du tout les Dursley dans l'adaptation au cinéma. Ouais. Et est-ce que c'est le seul film où on les voit pas? Je me demande sur le film Le Prince de Sang Mêlé, est-ce qu'on les voit ou pas? Cette question. Euh, Je pense pas, je pense qu'il commence où il est dans un café, Harry, non? Ouais, c'est ça, parce qu'après, Et ils vont aller voir Slughorn direct. Non, je crois qu'il y a deux films où on voit pas du tout les Dursley, c'est Le Prince de Sang Mêlé et La Coupe de Feu. Alors que pourtant, dans les livres, ils apparaissent à chaque fois.
Parce que c'est important pour Harry d'être quand même un moment chez les Dursley. Donc, les films prennent des raccourcis, mais dans les livres, il y a les Dursley à chaque fois. En voyant les dégâts, Arthur s'excuse auprès des Dursley, justement. Il leur indique que grâce à un de ses collègues au ministère, il a pu relier leur cheminée au réseau de la poudre de cheminette, exceptionnellement, cet après-midi-là, comme on le disait. Parce que les cheminées des Moldus ne sont pas censées être accessibles par les sorciers, bien entendu. Mais que les Dursley soient rassurés, il va allumer un feu pour permettre à Harry et les autres de partir, puis il remettra tout en ordre avant de transplaner. Il n'y a pas de problème. Foutre le feu à la maison, désolé, je fais ça exprès. Après, Coucou, c'est mort. C'est vrai que Arthur, c'est un sorcier, et en fait, avec la magie, en fait, Tout pourra réparer. bah oui, c'est ça. C'est genre, toi, il t'arrive ça, c'est genre, tu vas mettre la journée à tout réparer, alors que quand t'es magicien, quand t'es sorcier, un coup de baguette magique, et il n'y a plus rien, quoi. Mais pourtant, c'est pas une excuse quand même. Ah, par contre, non. C'est pas une excuse C'est pas pour vrai, on en venir parle être plus, hyper tu vois. nuisant chez les gens, tu vois. non, c'est clair. Les Dursley, eux, restent bouche bée, et Harry se dit qu'ils n'ont probablement rien compris à ce que venait de leur dire Arthur Weasley de toute façon. Ce dernier salue chaleureusement Harry, puis les jumeaux se proposent d'aller chercher ses affaires dans sa chambre. Fred lance un clin d'œil à Harry au passage. Là, je me suis posé une autre question sur Arthur et sur son plan. Est-ce que c'est pas irresponsable de sa part, non seulement d'avoir pris le réseau de la poudre de cheminette, comme on l'a dit, mais aussi d'avoir accepté d'être accompagné de Ron et surtout de Fred et George. Enfin, je veux dire, pourquoi les amener, en fait? C'est ça. Parce que Ron, c'est le pote de Harry et les jumeaux, peut-être pour l'aider. Non, je sais pas. Porter les valises. Ses affaires. Ouais. Non. Bah, Ron, d'accord. En plus, Ron, il fera rien pendant ce chapitre. Mais Fred et George, genre, je vois bien Fred et George demander ah, papa, on peut venir, s'il te plaît, comme ça on va venir aider. Alors qu'en fait, tu sais très bien c'est juste qu'ils ont envie de. Et puis c'est de la curiosité, comme ça, ils voient les Dursley. C'est juste pour mettre le sbeul et de voir le cousin de Harry, tu vois. Et Arthur, il se pose pas la question de dire pourquoi ils veulent absolument venir, ces deux-là. Toute innocence, hein. Comme quand il débarque dans le salon, bah là il prend ses fils et... Il aurait pu être plus Il suspicieux. pense pas que ça. mal, hein, mais... Bah bon, avec les jumeaux Fred et George, enfin, je sais pas, il doit se douter qu'ils vont faire une bêtise, quoi. Il faut toujours se méfier d'eux, quoi. Ils sont jamais à l'abri d'une petite entourloupe. C'est ça. Un petit quelque chose pour foutre le bordel. Puis un silence gênant s'installe dans le salon en désordre. Arthur dit aux Dursley que c'est très charmant chez eux, mais vu le carnage qu'ils viennent de mettre dans leur salon, le compliment n'a aucun effet sur la famille de Moldu. Pour le moment, Vernon et Pétunia sont de toute façon trop terrifiés pour dire la moindre chose. Arthur, qui, comme on le sait, est passionné par les inventions moldues, et ben là, il jubile dans le salon des Dursley avec tout ce qui l'entoure. Il ajoute d'ailleurs qu'il fait la collection de prises et de piles, bien que sa femme pense qu'il est un peu fou à cause de ça. Et au vu de sa tête, Harry est persuadé que l'oncle Vernon, lui aussi, il pense qu'Arthur, il est complètement fou furieux. Il aurait pu s'abstenir de raconter qu'il faisait la collection de prises et de piles, quoi. Fred et George traînent bientôt la grosse valise de Harry dans les escaliers. Le son fait peur à Dudley, qui quitte la cuisine pour venir rejoindre ses parents dans le salon. Arthur tente de saluer et de sympathiser avec le cousin de Harry, mais Dudley reste caché derrière ses parents, terrifié et les mains collées à son derrière. Bon, ok, Dudley, il est horrible et tout, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de réagir comme ça, vu le traumatisme qu'il a vécu il y a 4 ans? Bah non, bien Là, il sûr fait un que peu non. pitié. Ouais. On se dit, bah mince, il a été traumatisé par sa queue de cochon. Mais en même temps, faut se mettre à sa place, Dudley. Ok, il est horrible et tout, mais c'est un gamin la première fois qu'il a vu un sorcier. Il a vu un sorcier pour la première fois de sa vie dans une cabane au milieu de la mer, alors que son père perdait la tête. En plus, quand il a vu un sorcier, c'était un gros géant, enfin un grand géant, enfin bien sûr qu'il est grand, enfin un demi-géant, poilu à moitié alcoolique, qui le traite de gros, qui dit qu'il est gros et lui fait pousser une queue de cochon. Bien sûr que Ouais, t'es traumatisé, traumatisé après dans ta vie. Ouais, c'est ça, c'est que comme tu dis, Gauthier, ouais, il fait un peu pitié en fait, Dudley à ce moment-là, quoi. Tu vois, genre. Il a la trouille, c'est un gamin. Ouais. Bah, pitié, c'est pas du jugement, c'est genre. T'as envie de l'aider, t'as envie de le rassurer, tu vois, t'inquiète, ça va bien Il se est au passer. régime, quoi. Il mange du pamplemousse depuis des semaines. Ah oui, en plus. Il est Voilà, faible, le puis, pauvre. il y a ça. il est faible et tout, il est peut-être en train de crever de faim. Ouais, c'est ça. Et là, il y a 4 gars qui débarquent dans son salon. Voilà, quoi. Ça doit être traumatisant. Qui a explosé son salon. Oui, c'est explosé son salon, c'est même pas débarqué, ouais, comme tu dis.
Après, il aurait pu être plus malin que ça et s'enfermer dans sa chambre. Je veux dire, il faut quand même. Il va se cacher dans la cuisine, mais il faut quand même. Il est quand même assez curieux pour rester à proximité. Il est comme Weezy. Elle a peur, mais elle reste dans la pièce où il y a la chose qui lui fait peur parce qu'elle est trop curieuse, elle veut savoir. Moi, le salon qui explose dans ma tête, je fais encore une référence à ce film, mais ça me fait penser aux Visiteurs quand la télé, elle explose. Et il y a tout le salon qui explose en même temps. Ouais, la boîte à troubadour, elle a explosé. La boîte à troubadour, elle a explosé. Ouais, j'imagine un peu l'explosion comme ça dans le salon des Dursley. J'imagine un peu cette scène comme ça dans ma tête. Bah, ça a été une grande inspiration pour J.K. Rowling. Non, en plus, je crois que ça marche pas chronologiquement. Pas du tout, même. C'est limite, je pense. 98, les Visiteurs. Ah, si, si, ça pourrait marcher. Non, 97. Enfin, voilà. Je crois que la Coupe de Feu est sortie en... T'as que ça, les Visiteurs? Ah ouais, bah oui, je crois. Ah, je pensais que c'était en Belge, en 92, 93. Ouais. Ouais. Non, ça pourrait marcher chronologiquement. Ah, quoique, attends. Est-ce que tu vas vraiment vérifier l'année de sortie des Visiteurs? Oui, bah, de toute façon... Ah non, 93, t'as raison. 93, bah oui, largement. Hein. La Coupe de Feu, je crois, est sortie en 2000. Donc, largement. Elle a vu Christian Clavier, elle s'est dit, il faut que je mette ça dans mon quatrième tour. Direct la référence, quoi. C'est une des questions qu'on aimerait poser à J.K. Rowling. Est-ce que la scène de la cheminée... Oh, les Visiteurs, yeah, tout à fait. Oh, yeah, les Visiteurs. Visitors. Jean-Marie Poiret. Prochaine fois, prochaine invité, si vous arrivez à la voir, JK, vous lui demandez. Hein. Oh yes, Jacouille. Jacquard. Imagine le guest quand même, tu pourrais poser toutes les questions que tu veux. Ah, si un jour on la reçoit, on lui pose la question sur les Visiteurs. Jacouille la fripouille. Jacouille la question qui vient de nulle part. Est-ce que vous êtes inspiré des Visiteurs pour faire exploser le salon? Dame Béatrice la poufiasse. C'était Ombrage, Dame Béatrice la poufiasse. Oh, la pauvre Dame Béatrice sur Ombrage, elle est quand même... Oui, c'est vrai. Au niveau méchant, elle est quand même dans le high level. Hein. Limite, elle est pire que Voldemort, hein, pour moi. Ça allait beaucoup trop loin, ce truc. Un sourire se dessine sur les visages de Fred et George lorsqu'ils aperçoivent Dudley, une fois dans le salon avec les affaires de Harry. Les voyant arriver, Arthur sort sa baguette magique et il lance un incendio pour préparer toute la petite troupe à repartir. À la vue de la baguette magique, les trois Dursley reculent jusqu'au mur au fond de la pièce. Un feu généreux apparaît alors dans la cheminée des Dursley et Arthur lance une poignée de poudre de cheminette faisant changer la couleur des flammes en un vert émeraude. Il demande à Fred d'y aller en premier. Ce dernier se rend vers le feu, mais un sac de bonbons tombe de sa poche. Oh. Ouais. Il se baisse pour les ramasser, puis une fois dans le feu, il fait un signe de la main aux Dursley et annonce le terrier avant de disparaître. C'est ensuite au tour de George qui part avec la valise de Harry, puis Aaron qui dit au revoir aux Dursley d'un ton joyeux avant de disparaître. Alors qu'il ne reste plus que lui et Monsieur Weasley, Harry dit au revoir à son oncle, sa tante et son cousin avant d'aller dans la cheminée à son tour. Mais Arthur le retient par l'épaule, il est stupéfait de voir que les Dursley ne prennent même pas la peine de répondre à leur neveu, qu'ils ne reverront que dans un an. C'est touchant, je trouve, à ce moment-là, de voir à quel point ça affecte Arthur. Parce que je pense que le comportement là, des Dursley, c'est leur comportement insensible. C'est tellement à l'encontre de ce qu'il est. En fait, il comprend pas du tout ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils leur disent même pas au revoir? Enfin, je sais pas, ça m'a plu, cette scène. C'est là que tu vois que Arthur est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Malgré tous ces défauts qu'on a cités. Je trouve ça drôle qu'ils fassent limite un petit cours d'éducation aux Dursley alors qu'ils viennent défoncer leur salon, quoi. Ça, par contre, oui. C'est un petit peu marrant, quoi. Le gars, il arrive et tout, il défonce tout. Puis après, il leur dit, vous dites même pas au revoir à votre neveu, franchement. C'est un peu gonflé, quoi. Mais bon, il a bien raison, les Dursley, ils sont vraiment horribles dans leur façon de se comporter. Comme on est sur le point de vue de Harry, comme à chaque fois, je crois que Harry se fait cette réflexion. C'est, il est pas sûr que Vernon apprécie prendre des leçons de morale de quelqu'un qui vient de détruire son salon. Voilà, exactement. Mais bon, après avoir posé ses yeux sur la baguette magique qu'Arthur tient toujours dans sa main, l'oncle Vernon lâche quand même un petit au revoir. Parce qu'il a vraiment pas le choix, je crois. Pas arraché. Totalement naturel. Au même moment, Dudley se met à suffoquer. Il n'est plus derrière ses parents, mais par terre près de la table basse.
Une langue démesurée sort de sa bouche et Harry aperçoit près de lui l'un des emballages de pralines appartenant aux jumeaux. La tante Pétunia, horrifiée, se précipite sur son fils et elle tente de lui arracher la grosse langue de sa bouche. Et là, je me suis dit, mais what? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Genre, sa première action, c'est... Ah, elle prend la langue et elle essaie de l'arracher, quoi. Il réalise tellement la scène que ça aurait été énorme comme de faire ça. Parce que franchement, Ouais, dans le film, ça aurait été la drôle. panique quand même, quoi. Donc ils viennent de se faire défoncer le salon. Et en plus, maintenant, l'autre, il se goinfre de la praline qui est par terre. Et se retrouve avec une langue qui devient énorme et il manque de s'étouffer. Je trouve ça. C'est quand même. C'est vrai que tout ça, quand même, ça donne pas une chance aux sorciers de redorer leur image envers les Dursley, quoi. Ah non, clairement, ils vont les détester encore plus. Et le Dudley va être encore plus traumatisé. Ouais. Deuxième expérience avec des sorciers, paf, il subit encore une crasse. Dudley suffoque de plus belle en repoussant sa mère. Vernon, lui, se met à hurler tandis qu'Arthur tente d'apaiser la situation en disant aux Dursley qu'il va arranger ça en 2 secondes tout en pointant sa baguette magique sur Dudley. Mais cela n'a aucun effet sur la panique générale qui a envahi les Dursley, malgré les tentatives infructueuses d'Arthur pour leur faire comprendre que c'est simplement à cause d'un sortilège d'engorgement, sûrement de la part de Fred d'ailleurs, ce petit farceur. Bon, on est d'accord que, je sais pas, genre, c'est marrant, mais la blague en soi, elle est quand même de mauvais goût de la part de Fred. Encore une fois, Dudley est horrible, mais est-ce qu'il mérite ça, tu vois? Est-ce qu'il mérite cette blague de Fred? En soi, ils ont pas quand même des blagues de bon goût, Fred et George, avec leurs bonbons et tout. Bah, là, pour le coup, moi, je trouve que... Est-ce que c'est pas quelque chose, une blague qu'ils vont regretter plus tard? Parce qu'ils font des bonnes blagues, mais celle-là, est-ce que c'est une bonne blague ou pas? Non, bah non. Je sais même pas s'ils y repensent après. Ah, tu vois, moi, enfin, d'un point de vue sorcier, c'est rigolo parce qu'on sait très bien que c'est pas grave tout ça, mais allez, pour les pauvres moldus qui sont, bah, ils doivent se tracasser, ils doivent se dire, bah mince, il va s'étouffer, enfin, ou quelque chose comme ça, mais je pense pas que Fred et George, ça les tracasse beaucoup. Non, c'est Je pense vrai. qu'ils s'en foutent un peu. Parce qu'après, ils vont, dans le chapitre d'après, ils vont se faire ultra disputer par leurs parents. Et notamment, cet événement-là, dans la suite, dans le prochain chapitre, c'est dit que Arthur, il va vraiment se mettre en colère. Alors que généralement, c'est Molly qui se met en colère. Là, ça va vraiment le mettre en colère parce que, comme tu le disais, Marina, ça affecte la relation sorcier-moldu qui est déjà pas au beau fixe. Et je pense que ça le touche particulièrement, Arthur, par son travail, mais aussi parce qu'il est. Et c'est vrai que même si Dudley, je veux dire, il martyrise Harry et tout, c'est pas une raison pour utiliser la magie pour se venger sur Dudley. Je trouve ça pas drôle, en fait. Bah, du coup, t'as baissé au niveau de Dudley, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, baisser à son niveau, en fait. Bon, c'est pas la meilleure blague de Fred et George, mais comme tu le disais, c'est vrai qu'ils font plein de blagues où tu peux te dire, ouais, c'est limite quand même, tu vois, c'est genre... Ouais, c'est hardcore, hein, leur blague, quand même. Ouais, c'est hardcore. Ah, il y a des trucs qu'ils font, par exemple, tout ce qu'ils font à Ombrage, c'est génial. Oui. Mais ils font quand même des blagues douteuses, et là, ça en fait partie, je trouve. Pétunia tente toujours de régler la situation par elle-même en arrachant la langue de Dudley, et Vernon, lui, il se met carrément à attaquer Monsieur Weasley en lançant une figurine en porcelaine dans sa direction. Arthur l'esquive et il crie à Harry d'y aller et qu'il va arranger tout ça. En fait, c'est un peu son travail, là, en fait, Arthur. Et je pense qu'il est pas super paniqué que ça parce que il doit vivre ce genre de situation dans les affaires où il est appelé pour son travail. Donc, bon, est-ce que c'est pas un mardi comme les autres pour Arthur Weasley? Il se provoque lui-même du travail, c'est Ouais, chouette. c'est ça. Là, c'est un bénévole, là, pour le coup. Bien que le spectacle n'est pas pour déplaire à Harry, il obéit à Monsieur Weasley, il se dirige vers les flammes et annonce à voix haute la direction du terrier. Avant de tournoyer dans les airs et les flammes vertes, Harry a le temps d'avoir un dernier aperçu du champ de bataille qui était devenu le salon des Dursley. Merci, Jérémy, pour ce résumé. Merci Marina. Et merci, Gauthier. Merci à vous. Et nous passons à ma rubrique préférée, le renommage de chapitre. Alors Gauthier, est-ce que tu as pu te prêter au jeu du renommage de chapitre? Ouais, hein, mais ça, j'en ai trouvé 2. Maintenant, c'est peut-être un peu douteux, mais voilà, ça m'a fait marrer. On t'écoute. Le premier, c'est Oh oh oh, c'est moi Arthur.
Donc, je fais très mal je fais très mal l'accent du Père Noël. Et le deuxième, c'est avec du Weasley, ils viennent entretenir ta cheminée. Je trouvais ça marrant. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Il pourrait se lancer dans une entreprise. De ramonage. Weasley ramonage. Pas cher, ça te coûte juste ton salon. Et concernant le Père Noël, on sait pas trop quand est-ce que l'épisode va sortir, mais nous on est juste avant les fêtes en fait. Mais comme bah voilà, il y a 2 week-ends de suite où il y a Noël et le Nouvel An, on sait pas trop quand est-ce que l'épisode va sortir. Peut-être pas un samedi, je ne sais pas. On est dans le futur là. Mais voilà, c'est pour ça qu'on pense. On est dans l'esprit Père Noël en ce moment. Et toi, Jérém? Ouais. Moi, c'est beaucoup moins drôle que Gauthier. Ça serait Harry Potter, la Coupe de Feu, chapitre 4, une visite tout feu, tout flamme. Oh, Pas mal. pas mal. Attends, en Belgique, vous connaissez l'expression tout feu, tout flamme? Ouais. Ouais, c'est bon. Bah non, je sais pas. Ah non, parce que attends, c'était pas dans l'épisode. Mais je connaissais pas l'expression clair comme de l'eau de roche. Et, Ah ouais, c'est vrai. mais je suis Oui, sûr mais que... ça, c'est la Normandie, je crois. mais ou alors c'est moi et mon inculture, hein, mais je suis sûr qu'il y a plein d'expressions en Belgique qu'on n'utilise pas en France, hein, peut-être, je sais pas. Ah, sûrement. Maintenant, là, comme ça, en tête. Ah si, il y a une bière, une fouée. Ah, ça y est, je me disais, tiens, elle l'a pas fait depuis le début. Pas encore fait l'accent. Ah mon dieu. Non, mais est-ce que vous dites vraiment une fois? Non, enfin, je t'avoue que moi, non. Enfin, j'ai pas l'impression. Maintenant, mon propre accent, je saurais pas l'identifier. Donc, donc voilà. Ah oui, ah ouais, est-ce que je me posais comme question? C'est que pour nous, tu as un accent. Mais pour toi, nous avons un accent. Ah, non, ça va. Allez, enfin, nous par chez nous, on reconnaît avec l'accent du Nord, tu vois, un peu comme dans les ch'tis. Mais moi, non, je trouve pas que vous ayez un accent particulier. Après, voilà. Ah, c'est vrai que ton Tu trouves pas accent. qu'il y a je un accent français? Tu trouves pas qu'il y a un accent français? Bah, il y en a tout plein. T'as les gens de Marseille, t'as les gens. Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, c'est comme chez nous avec les gens de Liège, les gens de Charleroi, les Bruxellois. T'as plusieurs accents. Maintenant, je vais pas les faire, je vais pas m'avancer là-dedans. Ni m'aventurer dedans. Ah, c'est vrai que toi, t'es pas loin du tout de la frontière française. Donc c'est pour ça que je Ouais, pense je suis à aussi 2 que t'as... km. Ouais, voilà, c'est pour ça que t'as un accent assez léger. Mm. Et comme tu disais, il y a plein d'accents au sein même de la Belgique, même si la Belgique, c'est assez petit à l'image de la France, mais il y a quand même plusieurs accents. Et en fait, je suis sûr qu'il y a des gens dans le nord-est de la France qui ont un peu ce même accent aussi, tu vois. Genre, Mm. je le connote pas forcément tout de suite Belgique. Comme les Alsaciens Ouais, qui voilà. sont à la frontière allemande, Ouais, même ouais. si on doit pas dire à un Alsacien que ça ressemble à de l'allemand, mais Ouais, ouais. on entend un peu un accent allemand. Ouais. Mais le Québec, c'est pareil, hein. On a des auditeurs du Québec, des fois, quand on entend leur voix, il y a un accent très prononcé. Des fois, non. S'ils nous disent Mm. pas qu'ils sont du Québec, des fois, on ne peut pas le deviner. Mm. Donc, ouais, c'est passionnant, les accents, j'adore ça. Et toi, Marina, si tu devais renommer le chapitre avec ton meilleur accent belge? Vraiment, Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 4, une entrée fracassante. Ouais. Voilà, c'est pas... C'est le Ah, cas de ouf. le dire. Hein. Mais en vrai, ça aurait pu être un vrai chapitre, quoi, un vrai titre de chapitre. Je pense qu'on a tous le même meilleur personnage du chapitre, non? Alors attends, parce Oui, qu'à c'est à qui chaque fois que tu dis ça, on n'a jamais le même. Bah, Arthur, non? Non? Pas pour vous? Bah vas-y, développe pourquoi Arthur. Ouais, et puis vas-y, après, développe. Ouais, vas-y. Bah, je sais Je laisse pas. le suspense. C'est le fait que ça soit Arthur qui l'entre, qui connecte la cheminée de Moldu au réseau de cheminettes sans voir le problème. Qu'il arrive, il fracasse le salon et il fait ouais, y a pas de souci, on va tout arranger par la magie. Et ouais, non, c'est Arthur et finalement qui est choqué par le manque de politesse des Dursley de pas dire au revoir alors qu'il a massacré le salon et qu'il y a leur fils avec une langue énorme à côté, Fred et George. Mais non, c'est rien, mais vous inquiétez pas. Mais j'imagine Arthur au milieu de cette situation avec son flegme anglais en fait. Ouais. Genre tout va bien, je maîtrise tout Ouais. en fait. Voilà. Et vous, du coup? Et toi, Gauthier, est-ce que c'est Arthur aussi ou pas? C'était Arthur, mais ça aurait pu être aussi Pétunia parce que je m'imaginais dans sa tête voir son salon exploser, son fils à moitié en train de suffoquer. Et je me dis, va Dieu, elle morfle quand même. Et du coup, bah, je trouvais que voilà, ils sont jamais les personnages principaux. Bah, c'était l'occasion de les mettre en avant pour une fois.
Ah, c'est vrai que le fait qu'elle tire la langue de Dudley, c'est quand C'est même, d'arracher la langue. c'est quand même priceless, hein. Et en plus, allez, dans tous les livres, on explique qu'elle est hyper pointilleuse sur son ménage, tout ça. Enfin, Ah apparemment, oui, elle oui. sait bien faire ça. Et là, elle apprête toute sa maison comme il faut. Ils sont apprêtés comme s'ils allaient faire le 31 décembre dans un grand hôtel. Et en 2 secondes, il y a plus de salon, ils sont tout crades. Leur fils est à moitié en train de s'étouffer. Je trouve qu'elle a quand même, elle garde bien son calme. C'est vrai que là, elle vit l'enfer, là, hein. Ah, c'est clair. Et puis j'aime bien le détail qu'elle passe par-dessus la table basse quand même, hein. Je veux dire, elle se prend le souffle de l'explosion. Oh, franchement, je visualise trop le truc. Je trouve que Ah c'est ouais. un chapitre tellement visuel que Ouais, clairement. voilà quoi. Comme dans les films un peu les comédies ainsi un peu exagérées quoi. Des cas de fer en l'air derrière le fauteuil ou la table. C'est ça. Et toi, du coup, c'est Arthur aussi? Ouais, fin du suspense. Ouais. En fait, j'ai pris Arthur. T'es obligé. J'aime bien, ouais, que tu disais flemme anglais. En fait, j'aime bien comment il fait son maximum pour dissiper le malaise, en fait. Et puis aussi, il est respectueux envers les Dursley, malgré tout. Malgré, voilà, et qu'il aurait pu faire autrement. Bah, il est respectueux, voilà. Je sais pas, de toute façon, j'adore Arthur Weasley et t'as déjà tout dit de toute façon, donc je retiendrai ce personnage. Quand tu casses le salon, Oui, voilà. Non, mais en fait, elle est après quand même. en fait, c'est sa condition de sorcier qui fait qu'il se pose même pas la question. Mais malgré tout ça, en fait, il cherche pas à être irrespectueux. Par exemple, quand il voit Dudley arriver, vraiment, il le salue, il lui dit alors ça va et tout, tu passes de bonnes vacances. Arthur, c'est quelqu'un de bien en fait. Ah bah oui, carrément. Et là, on voit toutes ses qualités à travers tous ses défauts de sorcier aussi, avec le contexte en fait dans lequel il se trouve. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce chapitre, c'est très rigolo. Un peu la rencontre entre deux mondes hein, quand tu regardes. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ils ont pas du tout les mêmes, les mêmes valeurs. Ils ont pas du tout la même façon de faire, Moldu et sorcier. Donc du coup, c'est un peu le choc. En fait, ils ont pas les mêmes normes sociales, donc du coup, ça crée un fossé entre les deux mondes. Ouais, et puis j'imagine que le salon des Dursley ne ressemble pas du tout au salon des Weasley. Enfin, il y a une espèce de deux mondes qui se confrontent là, et ça se passe pas très bien. Un choc des cultures. C'est ça. C'est le moment de passer à la volière. Nous commençons par un premier hibou sonore de Mathilde. Salut la fréquence, je me posais une question. Dans Harry Potter et la coupe de feu, dans le chapitre 6, le porte au loin, du coup, tous les Weasley et Harry et Hermione vont prendre le porte au loin. Et il y a Arthur Weasley qui dit à Harry que ces objets sont faits pour pas attirer les moldus et pour pas qu'ils y touchent. Mais après aussi, il dit que si on y met un seul doigt, ça peut nous emporter. Et donc, je me demandais si jamais un moldu, il voit une botte ou une balle de tennis, je ne sais quoi, par terre, et qu'il la prend dans ses mains juste 5 secondes pour voir ce que c'est, et qu'à ce moment-là, c'est pile sur l'heure du porte-loin. Est-ce qu'ils sont emmenés ou pas? Ou alors, vu que c'est un objet magique, les moldus, ils peuvent pas l'utiliser. Voilà, c'était ma question. Merci Mathilde pour ta question. Alors on peut trouver cette réponse dans l'écrit de Pottermore datant de 2003 sur les portes au loin. Dans cet écrit sur Pottermore, on raconte que 2 moldus se baladaient dans un parc de Clapham Common au sud de Londres avec leurs chiens. Et les chiens se sont emparés d'une vieille basket abandonnée. Et cette vieille basket, en fait, c'était un porte au loin. Et les 2 moldus se sont retrouvés transportés en plein milieu d'un concert de Célestina Moldubec. Et les sorciers, eux qui voulaient se rendre au concert de la sorcière, arrivent quelques instants après dans le parc et ils cherchaient frénétiquement dans le parc le porte-au-loin qui avait déjà été utilisé, finalement, du coup. Et ramassaient en fait désespérément des mégots de cigarettes ou des vieux paquets de chips en pensant que c'était un porte-au-loin. Et si vous vous demandez ce qui s'est passé avec les promeneurs moldus, l'un d'eux fut invité par Célestina à le rejoindre sur scène pour entonner un chaudron plein de passion. Si pour le moment le sortilège d'amnésie jeté par un représentant du mystère troublé par la présence de Célestina sembla fonctionner, le moldu qui avait chanté en duo avec la célèbre chanteuse composa toutefois par la suite une chanson très populaire qui ressemble étrangement à celle de la sorcière. Ce qui déplut beaucoup, d'ailleurs, à Madame Moldubec. Elle a fait du plagiat. Ouais, c'est ça. Ah, c'était pas volontaire, mais.
Je trouve ça super drôle. Ah, c'est pas mal comment c'est illustré, c'est pas mal. Ouais. Oui, ça faisait partie d'un des récits, d'un des écrits qui avait été publié sur Pottermore à l'époque. Là, celui-là, il date de août 2015. Et non pas 2003, comme j'ai pu le dire précédemment. Ouais. Oui, parce que oui, 2003, oui, la référence du... Parce que sur le Wikipédia, c'est dit 2003, mais ça semble un peu curieux parce que le site de Pottermore était pas en ligne, donc ça paraît impossible. Mais par contre, j'aime bien ce genre de petites histoires qu'a créé J.K. Rowling, c'est toujours marrant. Et d'ailleurs, à la fin de cet écrit-là, de Pottermore, des fois, elle adressait des petits post-scriptum à ces histoires. Et là, dans le post-scriptum de cet écrit-là, elle précise que le mot porte au loin Ah oui. en anglais, donc ça se dit portkey. Et en fait, elle s'est inspirée du français, parce que J.K. Rowling parle couramment français. Elle a enseigné le français. Et en fait, ça vient de porter, en fait. To carry, porter. Et donc, c'est un mélange entre porter et key, qui veut dire clé en anglais. Portkey, voilà. Nous passons au prochain hibou sonore, qui nous a été envoyé par Amélie. Coucou la fréquence. Alors, je me pose une petite question. C'est à la fin du 3. Dumbledore dit à Harry et Hermione qu'ils doivent être rentrés avant le dernier coup du carillon, donc rentrés dans l'infirmerie, soit à la fin du retournant de temps. Parce que je comprends pas pourquoi il leur dit ça. Parce que moi, dans ma tête, si ils rentrent pas dans l'infirmerie, ils sont à un autre endroit dans Poudlard, ça fonctionne aussi. Mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt pour Dumbledore de dire ça? Du coup, je comprends pas. Et voilà. Sinon, le blabla habituel. Donc, vous êtes un podcast fantastique. Je vous adore. Voilà, gros bisous. Merci Amélie, et merci pour le blabla habituel. C'est un blabla habituel, mais qui nous fait toujours plaisir. Alors, pourquoi Dumbledore demande à Harry et Hermione d'être de retour à l'infirmerie après les 3 heures dans le passé? Moi, je pense que... Alors, je me fie au livre, comme à chaque fois, mais dans le livre, c'est important qu'ils reviennent, j'ai l'impression, pour que Madame Pomme-Fraîche puisse confirmer, en fait, auprès de Rogue et de Fudge, que Harry et Hermione, ils n'ont pas quitté l'infirmerie. Et donc, qu'ils sont en rien coupables de l'évasion de Sirius. Même si, en vrai, même dans le livre, elle n'a pas vraiment pu les surveiller, parce que quand Dumbledore leur parlait, elle n'était pas là. Mais bref, ils doivent être de retour, parce que dans le livre, Rogue, il bondit dans l'infirmerie pour accuser Harry, qu'il a aidé Sirius Black à s'échapper. Et je pense que ça, Dumbledore l'avait anticipé. Que Rogue allait revenir et qu'il allait accuser Harry. Et donc, pour qu'il soit safe, il valait mieux qu'après leur mission, qu'ils reviennent dans leur lit juste après les avoir quittés. Pour que la boucle se referme. Je sais pas si vous avez d'autres commentaires. Non, pas du tout. Je pense que t'as tout dit. Ouais, c'est comme un alibi en fait. Un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que s'il y avait l'importance de repartir au même endroit, comme tu dis. Tu vois, d'arriver au même endroit. Ouais, alors ça justement, je pense que c'est ça le petit bug peut-être dans l'esprit de Amélie. C'est que effectivement, c'est pas très grave en soi si on ne revient pas à l'endroit où on était quand on est parti dans le passé. Je pense que c'est pas obligatoire. Je pense que Hermione ne le fait pas, par exemple, pour assister à ses cours. Donc c'est pas une obligation en soi pour que la boucle soit bouclée. Mais là, pour que cette boucle-là soit bouclée, oui, il vaut mieux qu'ils reviennent. Parce que tout simplement, ils ont besoin d'être là. Ils ont besoin un moment que le ministre de la magie et surtout Rogue voient qu'ils sont toujours là et qu'ils n'ont pas quitté l'infirmerie, a priori. Donc voilà. D'ailleurs, petit point adaptation, parce que dans le film, il y a quelques petites différences, mais qui ne changent pas grand-chose. Par exemple, le fait que Ron soit éveillé. Dans le livre, non, Ron, il est dans les vapes. Mais par contre, dans le film, il y a un truc que j'aime pas du tout, alors que c'est un truc qui fait assez marrer les gens et tout. Mais j'aime pas le fait que Dumbledore, il ignore Harry et Hermione quand ils reviennent. Il leur dit bonne nuit, tu sais, comme s'ils s'attendaient pas à les revoir venir. Et je sais pas pourquoi ils ont ajouté ça au script, parce que c'est complètement incohérent. Enfin, c'est évidemment que Dumbledore, il les reconnaît, évidemment qu'il est content de les voir et il leur a demandé de faire ça. Je comprends pas pourquoi cette ambiguïté-là avec Dumbledore à ce moment-là. Surtout qu'elle est pas du tout présente dans le livre, donc... Pour rajouter du mystère. Ouais, c'est pour ajouter du mystère, mais c'est un mystère débile et qui n'a aucune explication pour le coup. Voilà. Et pourtant, j'adore le 3e film, vous le savez. Nous passons au hibou sonore de Aude. Salut la fréquence, c'est l'invité s'il y en a un.
Je m'appelle Aude, j'ai 14 ans et j'écoute votre podcast depuis à peu près le 2e livre. J'ai dévoré les épisodes pendant des vacances. J'avais vos voix tous les jours qui m'accompagnaient dans toutes mes tâches. Et il m'arrive de temps en temps, quand j'écoute vos podcasts, d'écouter un peu avec mon grand frère et on se posait une question. On est totalement fan de Harry Potter depuis l'enfance et on se posait la question de est-ce qu'il y a dans le monde sorcier, comme dans le monde moldu, des religions? Parce que à Poudlard, il y a le moine gras et les moines, c'est dans la religion catholique. Du coup, là, je me demandais si vous aviez la réponse à la question ou si vous aviez des hypothèses. Je vous souhaite une très bonne fin d'épisode. Merci Aude pour ton hibou. Alors j'ai trouvé une partie de la réponse dans un article de la Gazette du Sorcier qui s'est posé la même question que ton frère et toi sur la religion dans Harry Potter. Alors ils ont certaines théories qui sont plutôt pas mal, puisque pour rappeler que jusqu'à l'établissement du Code international du secret magique en 1689, les sorciers avant vivaient librement parmi les Moldus. Donc ils font la supposition qu'avant, les sorciers étaient, en contact avec diverses religions dans le monde des Moldus et auraient adopté certaines religions. Donc ça aurait perduré dans le temps, je pense. Alors après, tout ça, c'est que des suppositions, hein, c'est que des théories. Par exemple, la théorie, elle a été appuyée par une séance de questions-réponses sur Twitter qu'avait fait J.K. Rowling, où elle avait révélé qu'un élève de Serre d'Aigle, qui s'appelle Anthony Goldstein, était de confession juive. Et aussi, elle a ajouté que la plupart des religions et des croyances étaient représentées à Poudlard, à l'exception des Wiccans, ou des Wiccans, je ne sais pas comment on dit exactement. Et aussi, on peut voir aussi d'autres inspirations religieuses à Poudlard, comme par exemple la célébration des fêtes de Noël, il y a Yule aussi, il y a Pâques, et notamment on peut aussi retrouver l'influence religieuse par rapport à la mort, puisque sur la tombe de Lily et James Potter, on retrouve des citations bibliques, et même sur la tombe de la sœur de Voldemort. Donc on peut supposer qu'il y a de l'influence religieuse dans le monde des sorciers. De la sœur de Voldemort? De la sœur de Dumbledore. Ah, de J'ai Dumbledore. dit Voldemort ou... Oui, je crois que t'as dit Voldemort. Ah mais non, de Dumbledore. Et Je me dis, tiens, il avait une sœur. Non. parce que la phrase sur la tombe des Potter, c'est une phrase biblique? En fait, elle vient du premier épître aux Corinthiens. Exactement. Que le grand ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort? Ah ouais, putain, je savais pas du tout. Moi non plus. C'est pas un sujet qu'ils abordent beaucoup dans les livres et la religion quand tu regardes. Non, c'est vrai. Non, c'est pas abordé du tout. Alors du coup, ça peut être seulement des suppositions. Mais par exemple, Halloween, ça reste la fête des morts, c'est la Toussaint. Noël, ça commémore la naissance de Jésus. Et puis Pâques, c'est associé à la renaissance du Christ. Donc il y a quand même la célébration des fêtes chrétiennes. Oui, mais après, je pense que ça part d'une volonté de J.K. Rowling de faire de l'univers sorcier un univers le plus neutre possible au niveau des religions. Effectivement, même s'il y a ces célébrations-là, je pense qu'il le célèbre parce que c'est dans la culture britannique, mais ce sont des fêtes populaires, en fait, au-delà de la religion. En fait, elle met en avant aucune religion, Ouais, mais elle en c'est ça. prescrit non plus aucune. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. c'est juste qu'il y a plusieurs confessions religieuses, je pense, mais elle n'en met aucune en avant pour pas... je sais pas. Elle essaie de rendre ça universel, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que, en tout cas, ouais, il n'y a pas de dimension religieuse, mais pour des raisons logiques. Et je pense qu'aussi, une des raisons, mais là, pour le coup, qu'on peut mettre dans l'histoire, c'est que je pense que les familles de sorciers sont pas forcément des familles qui vont être proches de la religion, parce qu'on sait que dans l'histoire britannique, les sorciers, ils ont été persécutés par les moldus catholiques, parce qu'ils voyaient la sorcellerie comme une diablerie, et en fait, ils se faisaient brûler au bûcher. Donc je pense que la religion... Oui, dans le monde entier. Dans le monde entier, oui, et dans l'histoire britannique, dans l'histoire britannique sûre, dans le monde entier, peut-être, certainement, oui. Donc je pense que la religion des Moldus, je pense pas qu'elle est vue d'un bon œil en tout cas, quand on regarde dans le rétroviseur de l'histoire, je pense que voilà, ce monde magique et religion moldue, ça fait pas bon ménage.
Et par contre, moi, je me pose la question, parce que même si à Poudlard, il y a les fêtes de Noël, Halloween, Pâques, comme tu as dit, Marina, moi, je me demande la question par rapport aux nés moldus. Parce que même si les familles de sorciers ne sont pas forcément des familles pratiquantes pour les raisons que je viens de dire, on peut imaginer qu'il y a des nés moldus pratiquants. Bah oui. Et c'est tout à fait possible. Mais même, quoi. c'est pas incompatible, Non, la c'est pas sorcellerie et la religion catholique. Aujourd'hui, non. Mais 4 siècles en arrière, Bah non, même pas, je suis pas forcément d'accord parce que c'est pas tous les catholiques qui étaient contre, qui ont brûlé les sorciers non plus, tu vois. C'était une partie des croyants. Non, mais oui. L'un dans l'autre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une méfiance par rapport à la religion dans la famille dans les familles de sorciers qui s'est développée? En fait, j'ai du mal à imaginer des familles de sorciers pratiquantes. J'ai du mal à imaginer ça. Mais bon, mais peut-être aussi parce que J.K. Rowling a... Quelle religion aussi, parce que dans certaines religions, comment dire, je veux pas m'aventurer sur un sujet non plus que je maîtrise pas totalement, mais par exemple, je sais que dans la religion musulmane, ou encore au Japon, la magie, les revenants, les djinns, etc., c'est beaucoup plus reconnu que dans la religion catholique ou chrétienne. Tu vois ce que je veux dire ? Toutes les religions ont une perception différente enfin, pas de la magie, mais des croyances, en fait. Chaque religion, il y a des croyances différentes. Je sais pas si c'est logique, ce que je dis. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Les djinns, ça serait des sortes de fantômes ou de démons qui sont parmi les humains et tout. D'accord. Choses qui ne sont pas dans la religion chrétienne, par exemple. Ouais. Donc, tu vois, chaque religion a ses croyances. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, je pense, peut-être à tort, mais que la magie peut être plus intégrée dans la religion musulmane que, par exemple, chez les catholiques. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si je me fais comprendre de tout le monde. Mais en fait, c'est un sujet passionnant et un peu sensible. Mais j'ai du mal quand même à imaginer que des sorciers puissent se fondre avec des moldus pratiques, enfin des moldus religieux de façon générale, après, peu importe la religion. En fait, la Gazette du Sorcier, il se posait une question. Alors c'est là aussi, c'est un peu compliqué. C'est se poser la question des sorciers qui prenaient à tout prix la pureté du sang. Les sangs purs avant tout. Et se poser la question, est-ce que les sorciers qui comptent sur la théorie du sang pur, est-ce qu'ils arrivent à assimiler le fait qu'un moldu tout-puissant règne sur la terre, tu vois, sur le monde ? Mais encore, qu'est-ce qui permet de dire que Dieu serait... Tu vois, ça peut aller hyper loin dans la réflexion. Qu'est-ce qui permet de dire que Dieu serait un moldu ? Et peut-être que ça se trouve, Dieu, du coup, c'est un sorcier et c'est pour ça qu'il est tout-puissant. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je vais même aller plus loin. C'est que... Allez-y, mon cher, allez plus loin. Mon idée profonde, pour laquelle j'ai du mal à imaginer, à combiner famille de sorciers et religion, si jamais, je sais pas, il y a un sorcier et qu'il montre ses pouvoirs magiques à des moldus religieux, eh ben, tu vois le problème ? C'est genre, c'est le prophète, quoi. C'est un prophète, regardez, il est capable de miracles. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que pour moi, c'est incompatible. Et si jamais il y a une foi quelconque chez les sorciers, je pense qu'elle est que entre sorciers et elle peut pas se fondre avec les moldus. Et j'ai du mal à imaginer que de toute façon des sorciers puissent aller à la messe et par exemple, je sais pas, une messe... Mais regarde ce qu'ils ont mis en exergue aussi, la Gazette du Sorcier, c'est l'existence du fantôme du moine gras. Ouais, alors le moine gras, c'est étonnant parce que J.K. Rowling avait publié aussi un article sur les fantômes de Poudlard de façon générale et effectivement, elle a expliqué que le moine gras, après ses études à Poudlard, a voulu se tourner vers la religion et il a été dans un monastère moldu. Voilà. Mais ça s'est pas bien passé parce que je crois qu'il faisait des tours de magie et et ça s'est pas très bien passé, quoi. Mais pour le coup, mais par exemple, tu vois, et je pense que la tentative du moine gras, pour moi, c'est très compliqué parce qu'on voit bien les sorciers. On l'a vu dans ce chapitre. Les sorciers, ils savent pas se comporter avec les moldus. Ils savent pas. Ils sont trop nuls. Et en fait, ils arrivent pas à passer inaperçus. Ils y arrivent pas. C'est pas dans leur culture, tu vois. Genre la magie, elle est présente partout. Et donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer des sorciers qui partageraient la même foi que des moldus sans se faire gruger en tant que sorcier. Peut-être que ça existe, mais j'ai du mal à l'imaginer, quoi. Après, la religion, la foi, ça va au-delà du monde magique aussi. Et en tout cas, s'il y a des auditeurs, auditrices qui sont de confession musulmane, n'hésitez pas à me dire si j'ai dit de la merde. Je le prendrai pas mal. Si vous pouvez m'expliquer ce que j'ai dit de mal ou autre, n'hésitez pas, j'attends vos messages.
Mais je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Mais en tout cas, je me suis comprise, mais le problème, c'est que je crois que personne m'a comprise. Puis globalement, dans les livres, on parlait des vêtements, par exemple, mais c'est symptomatique aussi de quelque chose qui est général dans l'univers d'Harry Potter, c'est que dans l'univers livre, vraiment, le monde des sorciers, c'est un monde à part. C'est comme si ils vivaient dans une grotte, en fait. Ils se mélangent pas du tout aux moldus, parce qu'ils ont des mœurs complètement différentes, ils s'habillent complètement différemment, et les sorciers sont inadaptés à la vie moldue. Et c'est pour ça que, même si je vois un peu dans la théorie qu'une religion pourrait les rassembler, j'ai quand même du mal à imaginer que dans la pratique, ça soit possible. Mais pareil, n'hésitez pas à réagir si vous n'êtes pas d'accord. Ou... Je trouve que c'est ça qui a été malin pour J.K., c'est ça. Hein. Elle a été maligne dans le sens où, quand elle écrit son histoire, le fait qu'elle aborde pas du tout les sujets de religion, c'est ça qui fait le succès aussi de la saga, c'est que comme elle l'y abordait pas, c'était pas clivant pour personne. Et donc, moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle en parle pas dans ses romans, c'est que elle voulait parler à tout le monde et au plus de gens possible. Si elle avait commencé à mettre des pointes et des touches de religion par-ci par-là, peut-être que ça aurait clivé ou... Oui, oui. En tout cas, ça aurait rendu l'univers peut-être moins fluide. Surtout que la religion, c'est tellement... même là, j'ai du mal à m'exprimer parce que personnellement, je suis athée. Donc du coup, la religion, c'est tellement un sujet hyper complexe. Moi, j'ai pas de religion. Du coup, j'ai pas fait mon caté, j'ai rien fait du tout. Donc, j'ai vraiment très très peu de connaissances en matière religieuse. Et c'est hyper difficile, même si, par exemple, J.K. Rowling, je sais pas... peut-être qu'elle est catho-chrétienne ou autre, c'est hyper dur de parler d'une religion que tu ne connais pas, en fait. Ça peut être vachement tricky, en fait. Comme dit Gauthier, le fait de ne pas en parler, enfin, en tout cas de ne pas l'évoquer, je pense que c'est mieux parce que tout est possible. On peut très bien imaginer des élèves à Poudlard, par exemple, pratiquer une foi religieuse. Moi, personnellement, je visualise beaucoup plus des Némoldus que des sorciers issus de familles de sorciers. Mais bon, on a le droit de pas être d'accord avec moi. Mais même si ça concerne que des Némoldus, on peut très bien imaginer des Némoldus, je sais pas, prier, etc. Mais c'est juste qu'on l'évoque pas parce que, bon, bah, pour l'histoire, il n'y a pas besoin. Et il y a plein de choses à Poudlard qu'on connaît pas, en fait, même dans le monde de la magie de façon générale. Il faut pas tout expliquer. Et de laisser du hors-champ, ça permet, comme tu le dis bien, Gauthier, ça permet aussi à des individualités très différentes de s'identifier au même univers. Et ça, effectivement, dans la neutralité qu'elle a voulu faire dans cet univers, je pense que c'est une donnée très importante. Et puis en plus, à la base, ça parle à des enfants, donc c'est aussi des questions où enfants, c'est pas des thèmes qui sont souvent abordés. Mais par contre, voilà, mais la question des Némoldus, on va pas débattre une heure sur la religion, puis peut-être qu'on aura d'autres occasions d'en parler dans la fréquence, si ça fait réagir notamment. Mais je me demande par exemple, imaginons une famille de Némoldus très pratiquante qui apprend que leur enfant est un sorcier. Est-ce que ça vient pas chambouler leur foi d'apprendre qu'il y a de la magie? Enfin voilà, là il y a une histoire incroyable à écrire là-dessus. Non, parce que... Ça, dès 1500, c'était direct au bûcher. Ouais, à l'heure actuelle, il vaut mieux... Voilà, à l'heure actuelle, non. Hein, mais... C'est une question que je me pose. Comme tu dis, nous on n'est pas religieux, mais on imagine une famille religieuse, peu importe la religion en question. Si tu apprends que ton enfant est sorcier, est-ce que ça vient pas remettre en question des bases de ta religion? Après, je vois pas pourquoi ça remettrait en cause... les bases de ta religion. Parce que du coup, après, chacun a la vie. Il y a une religion et il y a ce que tu en fais après de la religion. Ouais. Et la lecture que tu en fais. Mais ça signifierait que la magie... Enfin, on peut même pas dire que Dieu est magique. Enfin, je sais pas, moi. Je suis pas croyante, donc... Mais ça signifierait que si jamais ils sont contre la magie, ça signifierait qu'il n'y a que Dieu qui pourrait avoir des pouvoirs et pas un simple mortel, du coup. Si ça les gêne. Par exemple, je sais très peu de choses de la religion, mais dans la religion catholique, Jésus est le prophète parce qu'il est capable de choses qu'aucun autre homme n'est capable de faire. Sauf que si tu apprends qu'il y a plein de sorciers dans le monde qui vivent cachés et que changer l'eau en vin, c'est du pipi de chat pour les sorciers. Pour Simus. Ouais. Et que mettre le feu à un buisson, c'est du pipi de chat pour n'importe quel élève de première année à Poudlard. Voilà, je pose juste ça comme ça. C'est un thème incroyable. Une famille de Némoldus très pratiquante qui apprend que leur enfant est sorcier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un accompagnement là, on parle beaucoup de l'accompagnement des familles Némoldus, mais est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement nécessaire? Parce que ça vient chambouler quand même pas mal de choses.
Un service d'aide à la vie magique. Une famille qui était pas au courant que leur enfant était sorcier. Que ça, ouais, tout un truc. Genre, J'imagine les assistants sociaux, là, tu vois. Ça ne remet pas du tout Ouais. en cause votre religion, mais il faut peut-être l'expliquer, parce que c'est pas forcément évident. Ah, merci Aude, hein, ça nous aura fait pas mal cogiter. Puis on n'a pas. Encore une fois, je pense que déjà c'est un thème assez sensible, la religion. Enfin, on connaît rien à la religion en vrai, donc c'est vrai on a un point de vue très étroit là-dessus. Donc n'hésitez pas à réagir, n'importe quelle réaction que vous avez, que vous soyez pratiquant ou non, religieux ou non. N'hésitez pas, c'est un thème passionnant. Et nous passons tout de suite au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Oriane. Salut Jérémy, Marina, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous écouter, voilà, que ce soit en voiture ou en faisant la vaisselle beaucoup ou en cuisinant. Voilà, j'aime rire avec vous, c'est vraiment fun. En plus, vous avez les mêmes références que moi hors Harry Potter et ça me fait toujours plaisir. C'était juste, donc en écoutant le dernier chapitre du tome 3, voilà, c'est ça, vous avez parlé des nés moldus quand ils reçoivent leurs lettres, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont accompagnés par le ministère, tout ça. Et donc, du coup, j'ai pensé au cas d'Hermione, et donc, c'est ce que vous disiez, Hermione, donc j'avais vu ça, qu'elle a 1 an de plus que tout le monde, puisqu'en fait, il faut avoir 11 ans le 1er septembre pour pouvoir rentrer à Poudlard. Donc, du coup, elle est, je crois, de fin septembre. Et donc elle a 1 an. Et j'ai réfléchi au fait que Harry, on sait qu'il reçoit sa lettre le jour de son anniversaire. Du coup, ma question c'était, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que tous les enfants à 11 ans reçoivent le jour de leur anniversaire leur lettre? Et du coup, ça veut dire que Hermione l'a reçue en septembre, soit 1 an avant d'entrer à Poudlard. Et du coup, je me suis dit, dans ce cas-là, elle avait 1 an et ses parents aussi pour se préparer, comme vous disiez, peut-être d'aller visiter Poudlard, de voir ce que ça va être, tout ça. Et voilà, enfin voilà, du coup ma question c'était est-ce que les enfants reçoivent leurs lettres à 11 ans et donc du coup ils ont plus ou moins de temps pour s'y préparer, ou est-ce que là il se trouve ou est-ce qu'ils reçoivent tous en fait en été, et donc Harry ça tombe bizarrement sur son anniversaire quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Mincement, c'est un petit peu long, vous allez devoir couper. Je vous souhaite une bonne journée et hâte d'entendre le tome 4. Merci Oriane pour ton hibou. Non, tu vois, on a été gentil, on n'a même pas coupé. On t'a diffusé tel quel. Alors moi, personnellement, je pense que chaque enfant sorcier reçoit sa lettre durant l'été. Parce que quand on y réfléchit, en fait, Harry, il reçoit pas sa première lettre le jour de son anniversaire, mais il reçoit la première lettre quelques jours avant. Donc c'est pas strictement le jour de l'anniversaire. Et je pense que ça fait plus sens de toute façon de recevoir l'été précédant la rentrée scolaire, en fait. Je pense pas que c'est calé sur les anniversaires des sorciers. Et puis, comme on le voit sur Harry, de toute façon, ça ne tombe pas sur le jour de son anniversaire. Vous avez d'autres réactions? Et je te vois froncer les sourcils, Marina, t'étais convaincue de la théorie d'Oriane? Non, je pense que c'est envoyé à une date précise à tous les nouveaux élèves. En fait, Harry reçoit... Par souci d'organisation, je pense. Je pense que le jour où Harry reçoit sa première lettre, ou en tout cas on essaye de lui donner sa première lettre, je pense que tous les jeunes sorciers du Royaume-Uni qui rentrent en première année à Poudlard à la rentrée prochaine l'ont reçu exactement le même jour. Je pense. Il faut un envoi groupé. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je partage aussi le même point de vue que vous. Ça ferait long, sinon elle reçoit sa lettre fin septembre. Et puis elle doit attendre 1 an avec sa liste de fournitures. C'est un peu... c'est un peu long, je pense. Ça, par contre, Oriane, tu mets le doigt sur quelque chose qui est vrai, c'est que Hermione est quand même plus âgée que Harry, par exemple. Elle a quasiment 1 an d'écart par rapport à Harry, parce que oui, il y a ce truc-là où c'est l'âge que tu as au 1er septembre. Et comme elle est née juste après, effectivement, elle est plus vieille. Par contre, la question aussi sur Hermione, et on l'a évoqué au précédent hibou sonore, mais en fait, ça serait passionnant. Alors, je pense qu'elle a reçu sa lettre 1 mois avant, à peu près. Pas 1 an avant, mais comme tout le monde. Mais par contre, c'est de savoir, est-ce qu'elle a reçu juste une lettre comme ça? Ce qui me paraît improbable, parce qu'il faut quand même que ses parents, ils en sachent un peu plus sur Poudlard. Enfin, je veux dire, ils savaient rien. C'est un peu comme Harry, quoi. Quand t'es des parents de Moldus, c'est quoi cette lettre écrite à l'encre verte Non, mais en vrai, peut-être qu'on a déjà tous reçu notre lettre pour Poudlard, mais on ne saura jamais parce que nos parents ont vu la lettre. Ils n'ont pas cru. C'est quoi cette merde? Ils l'ont jeté à la poubelle. Ils l'ont jeté à la poubelle, et c'est tout. Et on va Il y a un savoir fou 20 furieux ans dans le plus tard. quartier. C'est ça. Il se fait appeler Albus Dumbledore. Et
on aura loupé notre éducation à Poudlard parce que nos parents ont cru que c'était une blague. Alors, je veux pas gâcher vos espoirs, Cache le dron. mais ça paraît impossible parce qu'on sait maintenant que si tu réfrènes ta magie, tu deviens un obscurial et en fait tu t'auto-détruis quoi. Donc en fait c'est soit t'as de la magie et de toute façon c'est évident parce qu'elle se provoque malgré toi, soit tu meurs. Bah, en gros, on Merci, serait... la magie de Noël, la période de tous les espoirs. Et un joyeux Noël à tous, bande de moldus. Cette sentence. Ou soit tu vas à Poudlard, soit tu meurs. Oui, Quand c'est tu ça. résumes. C'est ça. On l'avait déjà évoqué, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un de Poudlard qui vient, certainement McGonagall, par exemple, parce que, en fait, ça serait dangereux que des parents de Némoldu disent non, mais c'est quoi cette histoire? Il est hors de question. C'est genre, attendez, il y a un risque d'obscurus, en fait, dans ces cas-là, parce que si les parents, c'est vraiment un niet et qu'ils veulent absolument pas en entendre parler, ça peut réfréner la magie dans l'enfant et ça peut être très dangereux. Donc, je pense qu'il y a pas juste une lettre dans le cas de Hermione, mais quelqu'un qui est venu directement chez eux, je pense. On veut savoir. Avec les flashbacks là, de Jedusor dans les derniers tomes, on voit que Albus Dumbledore va le rencontrer directement dans Exactement. l'orphelinat pour Ouais. lui expliquer. Donc moi je pense aussi comme toi qu'il y a quelqu'un, bon après qui je ne sais pas, mais qui va expliquer aux parents ce que ça implique. Parce que j'imagine les parents qui n'ont jamais... les parents d'Hermione qui ont peut-être jamais entendu parler de ça, ils reçoivent la lettre, ils doivent se dire mais c'est quoi ce délire? Et t'as raison de le souligner. En plus, dans le cas de Tom Jedusor, finalement, Dumbledore ne fait que parler au jeune Tom parce qu'il est dans un orphelinat et a priori l'orphelinat, bon bah c'est une école, ok. Mais de toute façon, sorte de confusion et puis voilà quoi, ça passe. Après, j'espère que quand même des familles de Némoldus, on leur lance pas des sortes de sortilèges de confusion pour les convaincre. Je pense que pour le coup, il y a un vrai accompagnement aussi au niveau des parents. En tout cas, sinon il y a de quoi traumatiser aussi. Ouais. Ton enfant va partir 1 an dans un vieux château quelque part en Écosse. Après, on a fait des trucs de magie. Ça se fait pas comme Parce ça. qu'il vaut mieux qu'on te l'explique, quoi. Nous passons au hibou sonore de Lily. Coucou la fréquence, je m'appelle Lily et j'ai 14 ans. Et ça fait à peu près 2 ans que je suis votre podcast. Et je me demandais si à Poudlard, il y avait une vie scolaire qui répertoriait quand les élèves manquent des cours, par exemple quand Hermione sèche les cours de divination. Donc je me demandais s'ils envoyaient des messages aux parents pour dire et votre fille, elle n'a pas suivi son cours, elle a manqué le cours. Donc voilà, je me demandais et je voulais savoir votre avis sur ma question. Bisous et merci pour votre travail et peut-être à bientôt. Merci Lily pour ton hibou. Ouais, on sent le vécu là on sent que t'es saoulée rien que de penser à la situation de la CPE qui appelle tes parents et tout. Est-ce qu'à Poudlard, c'est comme dans mon lycée, c'est aussi pourri la vie scolaire? Bah en fait j'ai bien peur que oui. Je pense que lycée magique, collège magique ou non, je crois que t'as pas forcément une CPE, mais c'est peut-être les directeurs et directrices de maison qui s'occupent de ça, de cafeté avec une petite aide magique. Ouais, Parce que- tout à fait, ouais, je suis complètement d'accord. Par exemple, pour l'histoire de la Forte d'Anglia dans le 2e tome, il y a Poudlard qui a appelé bien sûr Monsieur et Madame Weasley pour leur raconter ce qui s'était passé. Bah, appeler, envoyer un hibou. pour Oui, le coup. enfin oui. Un coup de téléphone. Oui, ah oui, Envoyer c'est un bon SMS. exemple ça. Oui, bien sûr. Ça s'appelle bien sûr. comment le nouveau site internet maintenant pour que les parents suivent ce qui se passe Ah, je sais pas. C'était propre à chez vous, ça, à mon avis. Ouais. Ouais. Ouais, maintenant c'est sur internet. Enfin, Ouais. quoique, il y a quand même des appels téléphoniques. Quand Ils ont même. peut-être un truc sur internet mais magique, tu vois, où ils suivent les devoirs, les notes en direct. Oui, je pense que par exemple, quand t'es en retenue, les parents sont informés. Oui. Mm. Ouais, parce que c'est pas parce que C'est pas parce que Tu t'es vis en un internat sorcier que- que ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, que t'as le droit de tout faire. une autre preuve, c'est aussi que les profs font l'appel à chaque début de cours. Donc, s'ils font Mm. l'appel, c'est qu'ils surveillent la présence. Hein. Et heureusement, parce qu'on parle quand même en première année, par exemple, d'enfants de 11 ans. Donc, il vaut mieux savoir où ils se trouvent. Donc, oui, Lily, je Même pense à 14 ans, je suis désolée, on doit savoir où tu te trouves. Lily, je pense que Poudlard, c'est pourri pour ça aussi. C'est comme ça. Et puis, vu la dangerosité des cours, vaut mieux faire l'appel avant et après aussi. Hein. Parce que t'imagines, tu vas faire ça en créature magique avec Hagrid dans la forêt interdite. Il est en cours, t'as raison. il en a 19 au début du cours, puis à la fin, il se tracasse pas, puis merde, il en a perdu un. Ça le ferait pas, je pense. Ouais, t'as raison, dans certains cours, il vaut mieux 2 appels. Mince, j'en ai perdu un. Où est-ce qu'il est passé? Bon, il s'est sûrement fait bouffer par un centaure. Je visualise le hibou après aux parents. On a eu un petit souci.
Ouais, mais On c'est s- pas grave parce qu'il signe une décharge avant le début d'année. Signe- Ça décharge toute responsabilité de Poudlard. C'est dans les petites lignes là qui sont L'accident. illisibles. Nous passons au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Maya. Coucou la fréquence 934. J'espère que vous allez bien. J'avais une petite question dans Harry Potter et les reliques de la mort. Hermione s'énerve et dit: il y a 5 choses qu'on ne peut pas faire avec la magie. On ne peut pas faire apparaître de l'eau et de l'argent et de la nourriture. D'après vous, quelles sont les 2 autres choses? Peut-être de ramener la vie. Merci beaucoup, Maya. Merci Maya, tu as l'air d'avoir un jeune âge et te poser des questions existentielles déjà, c'est beau à entendre. Alors dans Harry Potter, tout ce que l'on sait, c'est que la nourriture est effectivement une des 5 exceptions à la loi de Gump sur la métamorphose élémentaire. C'est ce qu'Hermione rétorque à Ron dans le tome 7 quand il se plaint de mal manger, il mange que des vieux champignons. Et Hermione lui répond ça, qu'on ne peut pas faire apparaître de la nourriture. C'est une des 5 exceptions de la métamorphose dans le monde de la magie. Et puis, soit dit en passant, Ron, il va répéter ça, il va répéter cette exception-là dans la salle sur demande à la surprise d'Hermione qui voit que Ron, il a retenu ce qu'elle lui a dit. Et je pense que c'est ce qui va provoquer leur amour, finalement, à la fin des Reliques de la Mort. Enfin, provoquer, je veux dire, leur amour est provoqué avant, mais disons, ils vont s'embrasser et tout ça. Donc, en gros, il y a 5 choses qu'on peut pas faire à partir de rien, qu'on peut pas faire apparaître à partir de rien, et la nourriture en fait partie. Par contre, les 4 autres exceptions, on n'en a aucune idée, ça reste un mystère. Donc, on ne peut avoir que des théories sur c'est quoi les 4 autres éléments qu'on ne peut pas faire apparaître. L'argent. Ouais, l'argent, sinon, le Weasley, Mm. il pourrait être un peu plus riche, non? Je suis assez d'accord. Ouais. On a l'exemple de Lord de Farfadet, ouais, mais en fait, qui disparaît au bout d'un certain temps. Je pense que effectivement, le monde de la magie tu peux détecter si c'est du vrai argent ou du faux argent. La faux monnaie. Et tu peux pas créer des vrais galions, par exemple. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur l'argent. Mm. Il en reste 3 autres. Une bonne question. Après, il y a l'eau, mais l'eau, on voit qu'il y a des sorts pour faire apparaître de l'eau. Donc... Ouais. Bah, il y a Aguamenti quand même, hein. Ouais. Ah oui, c'est ça, donc je suis pas sûr que ça en fasse partie. Ça se trouve, il y a. Mais un peu Les comme. matières précieuses, peut-être. Ouais. Comme. Bah, l'or. Ah. L'or, tout ce qui est pierres précieuses, des choses comme ça. Non? Après, comme le suggère Maya, est-ce qu'on peut pas aussi imaginer des exceptions qui seraient un peu plus abstraites? Tu vois, comme l'amour, tu vois. Tu peux pas faire apparaître l'amour. Bah, tu peux pas faire apparaître la vie. Tu peux pas créer la vie, par exemple. Bah ça, ils le disent dans les cours de potions, que par exemple, on peut pas créer l'amour vraiment, mais allez, c'est plutôt créer un sentiment de dépendance avec les filtres quand ils apprennent. Ouais, c'est ça. Tu peux créer un substitut de l'amour, mais c'est juste de la dépendance, ouais. C'est comme avec le ramener la vie, empêcher la mort. Mais ça aussi, c'est pas possible, vu que ça serait trop facile sinon. Ouais. Ouais, donc on ne peut avoir que des... Bah, l'argent, oui, je suis assez d'accord. Après, les 3 autres, c'est quand même chaud. Hein, parce que, oui, les matières précieuses, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, si on considère les matières précieuses, est-ce que ça rentrerait que dans 3 exceptions? Tu vois, on pourrait partir très loin sur tout ce que, tu vois, tout ce qui pourrait être coûteux et compliqué, quoi. Je suis pas sûr de ce que je dis, alors, mais il me semble avoir lu, il n'y a pas aussi que tu ne peux pas faire apparaître quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas, si, je ne sais pas. On évoque ça, on évoque la métamorphose dans les Reliques de la Mort, lorsque Harry et Luna doivent rentrer dans la salle commune de Serdaigle. Donc en fait, ils y sont déjà, et McGonagall doit rentrer dans la salle commune également. Et en fait, l'énigme qui est posée, parce qu'en fait, il faut répondre à une énigme pour entrer dans la salle commune des Serdaigle, c'est pas juste un mot de passe. Et l'énigme, c'est où vont les objets disparus? Et McGonagall répond dans le non-être, c'est-à-dire dans le tout. Et là, du coup, l'aigle sur la porte lui répond joliment formulé et la porte s'ouvre. Donc c'est un peu abstrait parce que est-ce que ça fait pas référence à tous les objets qu'on peut faire apparaître en fait? C'est-à-dire, est-ce que les objets qu'on fait apparaître, est-ce qu'ils sont créés vraiment à partir de rien? Ou est-ce qu'ils sont dans cette espèce de non-être, dans le tout? Enfin voilà, non mais c'est très métaphorique. On est très philosophique. Ouais. Prochain examen de philosophie, vous aurez 4 heures. Ça pousse très loin parce que par exemple, on sait, par exemple, Dumbledore, il est super doué en métamorphose. Et par exemple, je sais pas, il est dans une pièce, il veut s'asseoir, il fait apparaître un fauteuil. Mais est-ce qu'il le fait vraiment apparaître ou est-ce que
le fauteuil n'est pas dans le non-être. Sinon, il pense à un fauteuil qui est dans son bureau et il le fait apparaître. Bah c'est ça, est-ce que... Ah non, sinon c'est un Axio. Et il y a un mec qui était dans son fauteuil à l'autre bout du monde, puis d'un coup, le fauteuil qui apparaît. J'aime bien ça. Bah après, le fait qu'il y ait des exceptions sur la métamorphose élémentaire, pour moi, ça veut quand même signifier que tu peux créer des choses à partir de rien. Parce que s'il y a des exceptions, c'est que tu peux bien le faire. C'est qu'il y a bien une règle s'il y a des exceptions. Et la règle, ça veut dire que tu peux le faire. Mais en gros, tu peux créer, tu peux faire apparaître une chaise, mais la chaise, elle n'existe pas vraiment. Je pense que c'est ça que ça veut dire. En fait, la chaise que tu as fait apparaître, tu l'as fait apparaître, mais elle est dans le non-être. Donc c'est une non-chaise. Ouais, c'est une non-chaise, en fait. C'est bien compliqué, là. C'est pas une chaise qui peut perdurer dans le temps. Ça se trouve, tu peux l'utiliser pour t'asseoir. Ça dure quelques temps, mais après, tu dois la faire disparaître parce que je sais pas. Mais quand on n'a plus besoin, elle disparaît toute seule. C'est pratique de meubler sa maison, comme ça. Bon, déjà, ce serait bien qu'on détermine, nous les fans, c'est quoi les 5 exceptions d'abord, et puis ensuite on se posera la question plus générale de la métamorphose. Par contre, juste avant de passer au hibou sonore suivant, j'ai remarqué une petite erreur dans la traduction encore. Dans la traduction française, Jean-François Ménard, il a omis qu'il y a 5 exceptions la première fois que Hermione le mentionne à Ron dans le tome 7. En fait, parce que en gros, elle mentionne juste, il y a des exceptions sur la métamorphose élémentaire, mais elle met pas le chiffre 5, alors qu'en anglais, elle parle bien des 5 exceptions. En français, il n'a pas retenu ce chiffre 5, et pourtant, Ron, il parle bien de 5 exceptions une fois dans la salle sur demande, plus tard dans l'histoire. Donc en fait, le fait qu'il ait oublié ça la première fois, ça crée une petite incohérence dans le texte français. Voilà. Une petite coquille. Une petite coquille, monsieur Ménard, voilà. Et nous passons au dernier hibou sonore, celui de Mélina. Salut la fréquence, je m'appelle Mélina, je suis une de vos éditrices et j'avais une petite interrogation à propos des porte-loin. Je ne sais pas si vous aviez déjà abordé ce sujet, mais si vous pouviez en reparler, ce serait super. Donc ma question, c'est qu'on sait qu'à la fin du tome 5, à la bataille finale de Poudlard, il y a Dumbledore qui fait apparaître un porte-loin en lançant une formule. Et comme ça, juste en touchant le porte-loin, il y a Harry qui repart dans le bureau de Dumbledore. Et alors qu'on sait que dans le tome 4, quand ils vont à la Coupe du Monde de Quidditch, les Weasley, ils sont obligés de marcher longtemps et aller sur une colline pour toucher un porte-loin qui part à une heure précise. Et je comprends pas pourquoi, si les Weasley serait plus simple qu'ils fassent apparaître comme ça, comme Dumbledore a fait, en lançant la formule. Pourquoi ils feraient pas ça ? Parce que du coup, je sais pas si c'est juste parce que Dumbledore est très fort, qu'il a beaucoup de pouvoirs magiques et tout, ou qu'ils n'ont pas la capacité ou qu'ils n'ont pas le droit. Donc si vous savez, répondez-moi. Merci, bisous. Merci Mélina pour ton hibou. Alors en fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de créer eux-mêmes un porte-loin. Parce que si je m'en tiens aussi à un écrit de Pottermore, en fait, c'est le ministère de la Magie qui organise les transports par porte-loin pour la Coupe du Monde de Quidditch. Donc du coup, en fait, ils prennent un porte-loin qui est attribué par le ministère de la Magie. Et je tiens à cette déduction d'une anecdote sur Pottermore, qui raconte que le Conseil de la Magie d'Argentine a organisé l'arrivée de nombreux sorciers dans le désert de Patagonie pour la Coupe du Monde de Quidditch de 2014 à l'aide de 10 000 porte-loin. Le Conseil argentin est félicité pour cette prouesse en matière de transport, malgré de nombreux blessés. Donc en effet, ça met le point sur... en fait, plus il y a de spectateurs, plus il y aura de porte-loin, et plus il y a de chances pour que les porte-loin soient mal calibrés et qu'il y ait plusieurs arrivées au même moment sur un même endroit. Donc tu peux vite courir à la catastrophe. Donc en fait, pour les grands événements comme ça, c'est le ministère qui organise ce mode de transport pour la sécurité des sorciers. Voilà. Oui, effectivement, c'est régulé par le ministère. Après, concernant Dumbledore, que tu évoques, Mélina, moi, je pense que Dumbledore, il y prête pas trop attention. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'à la fin du tome 5, quand il crée un porte-loin avec la tête de la statue pour Harry, en fait, il y a Fudge devant eux et Dumbledore se fait réprimander par Fudge parce qu'il dit qu'il n'a pas l'autorisation de créer le porte-loin. Et en fait, il l'écoute pas, Dumbledore. D'ailleurs, il fait pas que ne pas l'écouter. Et après, il lui liste aussi toutes les actions qu'il doit entreprendre en tant que Premier ministre. Donc, je pense que Dumbledore, c'est un cas à part. Il crée lui-même ses propres porte-loin. Alors, je sais pas si c'est complexe d'en créer un, et c'est parce qu'il est puissant qu'il arrive à en créer un, je sais pas. Mais en tout cas,
il se fiche un peu de la régulation du ministère, en fait. Mais il doit être un des seuls à faire ça. Et d'ailleurs, à la fin du tome 5, quand il crée le porte-au-loin pour Harry, c'est pas la première fois qu'il crée un porte-au-loin, parce qu'il en crée un aussi quand il doit ramener les Weasley et Harry au Square Grimoire après l'attaque d'Arthur. Il prend une vieille bouilloire et il en fait un porte-au-loin. Et je pense qu'en vrai, ça doit être l'un des seuls sorciers quand même à créer des porte-au-loin comme ça. Parce que autrement, c'est régulé, comme tu l'as dit, par le ministère de la Magie sur des grands événements sportifs, mais aussi de façon générale, a priori. Mais en tout cas, ça m'a fait rigoler cette anecdote parce que, pour ne rien vous cacher, nous enregistrons le dimanche 18 décembre, jour de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Et du coup, ça m'a fait rigoler ce petit clin d'œil de la Coupe du Monde de Quidditch en Argentine, et du c'est marrant. conseil de la magie d'Argentine. Voilà, ça m'a fait rire. C'est l'espèce de... Ils sont régulés par la tour de contrôle magique, comme les avions. C'est ça. Il faut attention qu'ils se heurtent pas. Après, je pense que c'est régulé aussi parce que un porte-loin, n'importe qui peut le prendre. Déjà, les moldus, a priori, ils peuvent être transportés par ça. Donc, il faut bien que ça soit régulé. Mais aussi des jeunes sorciers, en fait, qui sont pas encore majeurs. Donc, c'est pour ça que c'est important que ça soit régulé, quoi. Parce que c'est pas comme le transplanage où n'importe quel sorcier peut transplaner comme il veut, mais de toute façon, il est majeur, ils sont responsables. Alors que les porte-loin, attention, tout le monde peut les utiliser. Donc, c'est pour ça que le ministère contrôle. Le cas de Dumbledore, voilà. C'est une forme de suivi et de surveillance, parce que dans les tomes suivants, ils vont surveiller toutes les cheminées, ils vont surveiller les porte-loin, et c'est aussi un peu l'espèce de gouvernement qui ziote un peu tout le monde, qui surveille. Et c'est pour ça qu'on a des déplacements un peu de leurs citoyens. Et c'est terminé pour cette volière. On est à jour jusqu'à fin novembre, début décembre environ. Donc encore un peu de patience si vous nous avez envoyé votre vocal à cette période-là. Et on souhaite faire un coucou à des hiboux sonores qui n'ont pas été retenus sur cet épisode. Merci à Audrey pour ses vocaux sur les Animagi ou encore sur Croutard, à Cécile, à Pierre pour sa question sur la monnaie et à Marie sur la plomberie et les elfes de maison notamment. Si vous souhaitez vous aussi apparaître peut-être dans la volière et que vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à nous envoyer votre question par message vocal d'1 minute environ. Et vous pouvez nous envoyer tout ça soit par message privé sur Instagram, Twitter ou Messenger, ou bien par un email moldu à l'adresse fréquence934@gmail.com. Pour candidater, ça se passe sur notre serveur Discord. Il suffit de le rejoindre puis de suivre les indications dans le salon La Volière sous la catégorie podcast. Et peut-être que comme Gauthier, vous aussi un jour vous serez invité sur un salon vocal du serveur pour enregistrer un épisode avec nous. Bon alors Gauthier, est-ce que tu as passé un bon moment avec nous ? Ouais, un super bon moment. C'était vraiment avec plaisir que j'ai pu participer ici à votre épisode. Merci beaucoup en tout cas. Tu as pu réagir, tu as pu nous répondre. Live. Je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont frustrés de ne pas nous répondre. Ils parlent tout seuls dans leur voiture, en faisant la vaisselle, dans la salle de bain. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je vous réponds aussi quand je conduis, que je vous écoute. On est des vrais gens et si vous voulez vraiment échanger pour de vrai avec nous, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez besoin d'un lien vers nos réseaux, faites un petit tour dans la description de l'épisode. Tout y est rassemblé. Comme ça, vous n'avez aucune excuse de ne pas nous suivre, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook ou même sur le Discord. Notre podcast est disponible sur à peu près toutes les applis d'écoute telles que Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, etc. On a également une chaîne YouTube où nos épisodes sortent en même temps, si jamais vous préférez. Un grand merci à tous ceux qui nous laissent des étoiles et des commentaires sur les applis qui le permettent. On a vu récemment, par exemple, les commentaires de CHD45 et Malida sur Apple et de Bounou et Nicolas sur Podcast Addict. Merci beaucoup à vous. Et tradition oblige, le meilleur pour la fin, on parle bien sûr des auditeurs qui nous typent avec quelques galions. Un grand merci pour votre soutien à Corsetilou, Lolax, Mugiwara, Yonde, L'Arithmancien, Chloé, Charlotte, Priscilla, Camille, Lucie, Bispac, Virginie, Pamela, Florine, Henriane, Louison, Aurélien, Kimidoc, Mathilde, Miss Boukine et les quelques autres donneurs anonymes. Ça nous touche beaucoup de voir cette liste s'agrandir en ce moment. Merci beaucoup à tous. Et pour rejoindre le Tipeee, là aussi, le porte-au-loin est à retrouver dans la description de l'épisode. On se donne rendez-vous très prochainement au Terrier pour la suite de l'aventure. Il sera question du chapitre 5 qui s'intitule « Farce pour sorciers facétieux ». En attendant, prenez soin de vous. On ne sait pas encore exactement quand sortira cet épisode.
Et on a hâte de vous retrouver sur les ondes magiques de la fréquence. À bientôt. Bye bye.